Bienvenue au Eric Zone Podcast. Je suis en présence de Mingmu. Allô. Karine Brunel, artiste. Artiste peintre, surtout. Peintre, hein? artiste peintre. Oui. Ben, un peu multidisciplinaire, en quelque sorte, mais surtout peintre. OK. Ouais. Voyageuse aussi. Oui. Malgré toi, ou Comme une espèce de... tu suis le destin? Ou Ouais, quelque chose comme ça. Parce que j'ai vécu à l'étranger comme enfant, parce que finalement, j'ai marié quelqu'un qui s'en allait en Chine pour un projet d'1 à 3 ans, puis finalement, ça s'est transformé en 9 ans. Puis... Donc, c'est un peu une ligne de destinée que, hop, ça y va comme ça. Puis à travers tout ça, ton art continue d'exister et de grandir. Et d'être influencé, absolument. Oui. Rendu là, c'est ça que je me disais, moi, avec mes peintures. Puis en plus, il faut que je fasse faut que tu fasses du blog, faut que tu fasses de la promo sur les médias sociaux. D'une manière ou d'une Faut autre. que tu pas juste les médias sociaux, parce que être en vie puis être une vraie personne, c'est important aussi. Faut que tu te retrouves sur le terrain, faut que tu ailles rencontrer le monde, faut que tu leur expliques ton procédé, faut que il y a carrément... C'est quasiment une job de politicien. Probablement, je me souviens plus avec qui que je jasais avec ça, c'est probablement la serveuse du Néligan quand on a fait le podcast, je me rappelle plus trop, mais la première personne que tu rajoutes à ton groupe, c'est quelqu'un qui va être capable d'aller te chercher du financement pour tes projets. Potentiellement, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être bien. Là. Si tu as un roulement, si tu as plusieurs œuvres ou un contenu ou un produit que tu veux vendre, ben tu trouves que puis tu as de l'argent qui rentre avec ça, ben la première affaire que tu fais, c'est de trouver d'autres argent, puis après ça, de débloquer d'autres avenues, d'autres channels, entre guillemets, là, d'autres avenues à promouvoir ce que tu fais, puis à présenter ton œuvre, là, puis te faire connaître. Là, mais tous les outils sont là. C'est fou, l'Internet, puis les médias sociaux, puis tout ce qui est à notre portée. Là, c'est vraiment incroyable, là, les outils qu'on a aujourd'hui. Là, moi, je suis... C'est vrai que les outils sont merveilleux. Reste-t-il que, par exemple, si tu commences à essayer de vendre avec... mettons que je vais pas nommer des sites web, mais qu'il y en a plusieurs. Si t'en as des bons, vas-y, tu peux les nommer. Ben, en fait, c'est que ce que je remarquais, c'est que c'était beaucoup l'artisanat qui fonctionnait. OK. Parce que c'est des petits objets, ça s'offre bien, c'est des belles choses qui sont bien confectionnées. Ça ressemble au salon des artisans version digitale. Et des peintures qui sont censées être à leur place sur ce site-là vont probablement pas se vendre aussi bien, à moins que l'artiste ait déjà une valeur marchande connue. Puis à ce moment-là, si l'artiste a réellement une valeur marchande, ben qu'est-ce qu'il fait là? Il y a des grosses chances qu'il puisse être représenté dans bien d'autres endroits. Fait qu'admettons que tu as des pots, des vases ou quelque chose ça se vend cher quand même, ça. Je sais pas c'est quoi les prix, mais c'est vrai que des petites affaires, des petites unités ou des choses à vendre sur Etsy ou je sais pas quoi, voilà. ça se vend pas mal plus vite que, admettons, une peinture à 200$ ou à 5000$. Là. 200, j'espère qu'elle était petite. Ouais, c'est ça. Des fois, je vois des affaires que... Tu sais, de l'art décoratif là, que les gens vont faire avec du PBO spécial, qui ont trouvé ça chez Homer Dessert, puis qu'ils en font, ils mettent comme 20 canevas par terre, puis ils font juste garrocher ça sur le canevas, puis ça donne de l'art décoratif. Ça, je suis un peu moins impressionné par ça. Là. J'en ai vu des affaires que c'était vendu 200$ pour un petit... pas 8,5 onces, quasiment un 4x7. Mais à quelque part, il faut en faire de ça. Ouais. Ben, ça me fait penser à 2 amis qui ont dans leur salon une espèce de musée du pire art animalier possible. Ils font puis ils ont vraiment des œuvres. Écoute, regarde ça. Tu sais. Il y a un marché pour le kitsch, là. Ben oui. Les affaires de... Ben là, je veux pas dire ma tante ou des grands-mères qui font ça chez elles, là, ou whatever, là. Puis je veux pas juste m'en prendre à les ma tante, là. Ça peut être des mononcles aussi, là. Est-ce que tu peux les nommer? Ça fait partie de ta clique d'artistes ou ils sont de où, ça? C'est une de mes amies du secondaire, en fait. Donc, elle est à Montréal? Qui est à Montréal, qui monte des expos, en fait, puis qui est musicienne, puis tout ça. Ah, pour puis, ouais. Okay. Donc, Mélissa Jacques et son chum Nicolas Martel. C'est des... puis c'est des tripeux de cinéma, puis plein de trucs. Et puis, ils ont leur art animalier épouvantable. Ils ont un Instagram avec ces images-là? Ils ont un Facebook, mais ils n'ont pas publié leur mur sur leur mur. Facebook? Facebook. Facebook. Mais moi, je l'appelle Facebook. Et ça, c'est un humoriste français, hein?
Qui a parti ça? En tout cas, qui l'a utilisé. Beaucoup de gens le disaient, mais lui l'a comme, dans le fond, officialisé. Parce que ça prend quelqu'un à blâmer dans l'histoire, de toute manière. Tu sais, tous les outils, les médias sociaux, tout ce qui est en place en ce moment, c'est sûr que c'est jugé bon ou mauvais. Il y a du pour et du contre. C'est un double tranchant quelque part. Est-ce que ça sert l'humanité en ce moment? Est-ce que ça a eu un impact sur où est-ce qu'on s'en va? Puis ça redirige la conscience populaire vers une direction qui va être bénéfique à l'être humain éventuellement. Mais moi, j'ai l'impression que oui. Là, mais en tous les cas. Puis tes amis, c'est dommage qu'il n'y ait pas leur truc. Mais eux, ils veulent pas les vendre, ils veulent les garder pour eux. Oui, eux autres, ils font ça en tout esprit kitsch et en pure dérision. Et non, c'est pas pour les vendre. Là. Ils ont vraiment réuni des œuvres qu'ils ont trouvées à gauche, à droite, puis c'est leur mur d'art animalier horrible. Oh, wow. Et accroché dans les toilettes. Non, c'est pas dans les toilettes, celui-là, mais tu sais, avec des sofas vintage puis des affaires comme ça passe bien, c'est comme kitsch. Puis à côté de ça, ils ont comme un autre mur avec des sérigraphies puis des super belles peintures puis des affaires comme ça, parce que oui, ils se tiennent avec plein d'artistes, puis eux autres aussi. Ils contribuent. Contribuer au délire. Oui, c'est ça. Éventuellement, c'est ça, dans le fond, qu'il faut faire quand que t'as... tu sais, je mentionnais tantôt, là, une fois que t'as un roulement puis que tu crées... Puis là, il faut que tu investisses pour essayer d'ouvrir d'autres channels, d'autres avenues. Il y a ça aussi, c'est trouver d'autres artistes avec qui tu peux collaborer puis de créer un mouvement. Là. C'est plus ça qui m'intéresse d'abord et avant tout. Oui. Moi, c'est les communautés. Quand tu parlais tantôt d'aller dans les bars ou dans les événements, rencontrer des gens... Quand je suis revenue de Chine, j'étais un petit peu perdue parce que je me cherchais la communauté underground. Où est-ce qu'ils sont, les underground? Ils sont durs à trouver. Ils sont underground. Et c'est ça. Et de trouver des endroits où il y a de la peinture live qui sont sans prétention, où est-ce qu'il y a des gens le fun, puis que c'est plus dans un esprit de partage. C'est vraiment ça. Il y a le moment où est-ce que oui, tu veux gagner ta vie, ou tu veux avoir de la reconnaissance, ou tu veux nanana. Mais en fait, c'est vraiment plus le partage, puis l'esprit de communauté qui se développe, puis le fait que ce cercle-là, qui est comme une grosse constellation, finit par faire un bouche à oreille, puis finit par... Moi, si je sais quelqu'un qui me dit « Ah, je tripe beaucoup sur l'art, qui a comme une saveur un peu autochtone » ou quelque chose comme ça, OK, il y a telle personne que je connais qui en fait, telle personne, puis non, c'est pas de l'appropriation, puis oui, tout va bien aller, puis oui, c'est des très belles peintures. Ouais, ça, c'est... deux affaires, là, dans le fond, tu me parles d'appropriation puis les trucs autochtones, puis justement, il y avait quelque chose qui s'est passé cette dernière semaine-ci. Je sais pas si tu connais Sophie Wilkins? Non, j'ai vu ton post. Ouais, c'est vrai. J'ai un peu réagi à ça. Mais tu vois, elle, puis je me disais, OK, à quelque part, elle fait pas de l'appropriation, dans le fond, elle donne sa propre... Je sais pas, moi, puis elle a-tu des ancêtres autochtones? Je sais pas, Première Nation, je sais pas. Oui, mais ça, c'est pas à nous autres de déterminer. Même si on a des ancêtres autochtones, ça fait pas de nous des Autochtones ou des Inuits, parce que les Inuits rentrent pas dans les Autochtones, puis les Premières Nations. En tout cas, ça fait pas de nous quelqu'un qui a ce sang-là, puis surtout qui a ce vécu-là. Tu penses-tu que c'était ça? C'était ça le message en arrière? Parce que les autres peintures qui avaient ce site-là de ce gars-là qui arnaquait puis qui voulait vendre des peintures de plein d'artistes, il est allé chercher plein d'autres artistes aussi. Là. Je sais pas si tu as eu le temps de checker, mais il y avait plein d'autres peintures avec des... J'en ai vu une autre image, mais ce que je comprenais, puis là, c'est sûr que je suis pas allée au fond de la chose, ce que je comprenais, c'est que lui, il s'appropriait des peintures de des artistes qu'on pourrait accuser d'appropriation culturelle. Ah, c'était ça l'idée. Hein? Moi, j'avais l'impression que c'était comme une sorte de dérision. Puis, je peux imaginer c'est quoi leur combat par rapport à ça. Je sais pas. Moi, je trouve ça original, Sophie Wilkins. Qu'est-ce qu'elle fait? On est en train de le regarder. Si jamais vous voulez aller voir, il est sur Facebook. Là, on voit ici le gars avec la peinture de Sophie Wilkins. Puis, c'est ça, c'est ces effets qu'elle rajoute dans ses peintures. C'est des symboles, c'est des animaux sauvages. Puis... symbolique, c'est très totémique, là. Mais je veux dire, c'est inspiré probablement par l'idéal de la nature, puis les idéaux de la nature, puis tout ça, mais je vois pas vraiment d'appropriation de culture autochtone, ou de Première Nation, ou whatever, de groupe aborigène. Il y a pas... Je pense pas qu'il y ait lieu à ce qu'il y ait un message dans justement ce gars-là qui fait semblant de vouloir voir ses peintures, puis... c'est Proud to be Native. Si jamais vous voulez aller voir la page de ces gens-là qui ont arnaqué
la peinture de... Qui ont créé l'arnaque à travers la peinture de Sophie Wilkins, c'est Proud to be Native. C'est dommage que je me souvienne pas de toute l'information, mais c'est un exemple qui ressemble. Il y avait un article qui avait été publié, d'ailleurs, il a couru un peu partout dans Facebook, je pense. Okay. Puis c'est une fille qui devait faire une exposition, je pense que c'est à Toronto, sinon c'est à Vancouver. Et son art était à saveur autochtone. Et la galerie a annulé son vernissage, son exposition à la dernière minute et a dit... Nous allons dorénavant faire affaire seulement qu'avec des Autochtones. Et j'ai discuté avec une fille qui travaille avec les Inuits, entre autres choses. Et puis je disais, là, c'est quand même intense, qu'est-ce qui se passe? Puis elle me dit, ben, cette fille-là, dans ce cas-là, c'est un cas de plagiat. Elle fait des peintures qui ressemblent au travail d'un tel peintre qui est autochtone. Et ce qu'elle fait, c'est une version kitsch, cabane à sucre, hamburger. Ah, ouais. Puis c'est pour ça qu'ils sont insultés, puis c'est pour ça qu'ils se sont soulevés. OK, là, je peux comprendre qu'on a affaire à un cas de plagiat. Puis quand j'ai répondu, justement, à ton post là-dessus, ce que j'ai dit, c'est ça, c'est on pointe souvent du doigt l'appropriation culturelle et ou les hybrides. Puis il faut faire la différence un peu, qu'est-ce qui est du pur plagiat. Et dans ce cas-là, c'est rendu de l'appropriation artistique. C'est ça qui fait... Puis pour moi, oui, c'est vraiment une façon de militer. Donc, tu voudrais dire, si je comprends bien, ce serait que Sophie Wilkins, à travers son œuvre, qui n'est pas nécessairement du plagiat ou elle ne s'approprie pas des symboles vraiment spécifiquement des Premières Nations ou de groupes aborigènes, elle s'inspire Ouais. C'est ça, tu veux dire? Oui, puis que ça peut déranger, puis qu'il faudrait voir si certains groupes réclament justement ces peintures en disant « Non, mais nous, c'est ça, notre totem, c'est exactement ça. » Mais c'est quoi la loi des probabilités? Mais il n'y a pas de plagiat. Moi, en tout cas, je pense pas, Sophie Wilkins, qu'il y a de plagiat. Là. Moi, je le vois pas du tout. Là. Je vois qu'il y a une inspiration tu sais, il y a une inspiration d'Alphonse Mucha. Il y a... En fait, je connais pas son travail, puis quand je parle de plagiat, je l'accuse nullement de plagiat. Je parle surtout du fait que c'est un peu difficile des fois de sortir de l'humanité. Puis à un moment donné, tu vas jouer avec des symboles, puis ça se peut qu'ils appartiennent à quelqu'un d'autre aussi. Ouais. Donc c'est plutôt dans cette dimension-là. Ça peut être par respect aussi. Je veux dire, tu vois, Alphonse Mucha... Oui, c'est ça que je pense. Ouais. On le voit, là, tu sais, ici, c'est une femme qui semble être autochtone ou indienne il faudrait aller vraiment analyser ça en détail, mais il y a des symboles religieux, il y a le vitrail religieux en arrière, il y a des... c'est un gros melting pot de tout plein de choses, puis je pense qu'à quelque part, c'est peut-être l'idéal humain de vouloir aller rejoindre d'autres groupes ethniques, puis de s'unir, où il y a un désir d'union. Moi, je le vois de même, peut-être que je vois trop le positif, là, mais je vois qu'il y a comme un désir d'union, qu'on fait des œuvres en respect de ces groupes ethniques-là, puis de demander, à quelque part, à travers l'art, c'est de demander de connecter par la culture, c'est ça. Moi, je vois vraiment l'inspiration de Sophie Wilkins, de Mucha, je vois... Mais... je sais pas, c'est peut-être pour ça qu'elle a fait un viking le dernier. Ça a l'air d'un viking, en tout cas, le hipster avec la barbe grise. En tous les cas. Ouais, je sais pas, Mucha, faudrait aller voir. Est-ce qu'il a subi des... Non, mais c'est pas toute la même époque. Ouais, lui, c'était 1920. C'est un contexte complètement différent, puis c'est ça aussi qui est... C'est de ça dont il est question. Hey, c'est fou, les publicités à l'époque, dans ce temps-là, le sexisme puis le racisme dans les publicités au début du 20e siècle, c'était assez incroyable. Ils s'en sortaient avec toutes sortes d'affaires épouvantables. Aujourd'hui, tu pourrais jamais faire ça. La gauche radicale, elle te sauterait dessus, ça serait pas long. La gauche, la droite, n'importe quoi. Ouais, c'est sûr. Tout le monde. Il y a un passe-partout où est-ce que Pruneau et Canel donnent des tapes à leur poupée, à leur poupée. Et puis quand je regarde ça, moi, comme parent, je me disais, Seigneur, ça passerait pas, là. Ça passerait pas à Radio-Can. Du tout. Ben non, ils sont choqués après leur bébé, puis là, ils leur donnent des tapes.
Il y a bien des affaires, hein. C'est pas juste 1920, hein. 1978, ça passe plus non plus. Ouais, on a évolué quand même depuis ce temps-là. J'espère on continue à s'en aller dans la bonne direction pour évoluer et éviter ce genre de choses-là. Mais en tout cas, en ce moment, je pourrais pas expliquer le phénomène de la gauche radicale puis de tout ça, mais j'imagine qu'à quelque part, il y a le manque d'éducation qui est présent aux États-Unis ou la privatisation du système scolaire qui vient influencer ça, ce genre de méthodologie un peu désespérée là, de la gauche, là, d'aller vraiment s'assurer que tout est politically correct puis qu'il n'y ait pas de dommages qui soient causés à aucun groupe ou de minorité. Là. C'est important de respecter les autres, mais il y a quand même la biologie qui est là que tu peux pas... On a comme pas le choix de se salir un peu à quelque part. Là. Je veux pas dire d'aller faire mal à quelqu'un ou de frapper quelqu'un, là, mais... Ouais. Bon. À travers l'histoire de l'art, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. C'est ça qui t'a amené vers l'art? C'est-tu plus l'histoire de l'art ou les histoires ou c'est quoi le premier... je sais pas si tu te souviens dans tes souvenirs d'enfance, on parle de passe-partout, là, mais y a-tu un moment que toi, tu te souviens que t'as fait comme « Ouais, c'est vrai, à cette époque-là, une influence de tes parents ou... Dans le fond, mes deux parents jouent de la musique, pas moi. Mais ma mère dessine et peint, tout ça, est artiste visuelle aussi, fait du verre soufflé, tout ça. Donc, ça a toujours été quelque chose qui était dans les mœurs familiales, qui était dans la maison. C'était présent. Hein? Et je suis très, très énergique. Et une des façons de me garder calme, c'est de me donner des crayons et du papier. Alors, j'ai l'impression que ça l'a un peu joué. Mais c'est ça, quand c'était ma fête, ma mère mettait du papier, les gros rouleaux de papier, là, elle mettait ça sur les murs, puis on avait le droit de dessiner sur les murs. Wow. Donc, c'est un peu ça qui berce mon enfance. Et par conséquent, je sais pas quand est-ce que ça a commencé. OK. Fait qu'il pleut dehors, il pouvait pas t'envoyer dehors pour jouer dehors, là. Il pouvait pas, fait qu'il te mettait full crayon, il te mettait des papiers, puis il te lâchait lousse, puis... Ouais. C'était toujours artistique, dans le fond, ta mère, elle va jouer de la musique, puis toi, ça t'inspirait. Puis moi, c'était ma mère, elle jouait le piano, je me souviens. Il y a plein de tunes que j'entends que ma mère, elle jouait sur le piano du Mozart ou Beethoven, je me souviens plus. Mais tu sais, j'entends ces tunes-là, puis ça me ramène là-bas. Puis toujours vraiment un encadrement artistique. Fait que toi, dans le fond, toi, ça a été vraiment ça qui t'a poussé dans le... Oui. Parce que tu étudié en histoire, en histoire de l'art, t'en as fait beaucoup de... Oui. À quelle université t'es allé pour étudier dans le... Donc, je suis allée à l'UQAM, je suis allée à Concordia. Mais quand tu parles du cégep, dans le fond, mon cégep, j'étais en journalisme, puis on avait... Ah, pas vrai? Oui, puis on faisait de l'analyse d'images, donc de la sémiologie. Donc, on passait justement les vieilles publicités, tout ça, puis là, tu regardes une image, signifiant, signifié, tu fais vraiment des analyses, quelle est l'intention, tout ça. Donc je pensais me sauver d'être une artiste, mais ça n'a pas marché. Et, ça revenait tout le temps. Oui. Ouais. Chasser le naturel et revient au galop. Et donc, à l'UQAM, j'ai fait un certificat en art. Puis, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'histoire de l'art, là, parce que je voulais me nourrir, dans le fond. J'étais comme... je me disais, à toutes les fois qu'on va regarder une expo avec des amis ou quelque chose, on dit « Ah, ça me fait penser à un tel. Ah, nanana. » Puis souvent, un tel, tu sais pas c'est qui. Même après 70 000 cours d'histoire de l'art, ça arrive encore qu'un tel, tu sais pas c'est qui. Il y a tellement d'artistes, là, c'est incroyable. Oui, puis c'est vaste. C'est ça, prendre un cours d'histoire de l'art médiéval. Tu passes de 500 à 1500. Tu fais 1000 ans d'histoire. Mais il y en avait des cours là-dedans qui étaient hyper denses, puis que c'était une pichenote qui valait pas beaucoup de crédit, mais que ça demandait de travailler, puis de se servir du muscle de la mémoire. Fait que dans le fond, les cours d'histoire de l'art, dans le fond, toi, ça t'a bénéficié à ton... Parce qu'à l'origine, tu voulais en aller en journalisme? Au cégep, j'ai fait ça, parce que j'écris aussi des poèmes, puis dans le fond, je m'étais dit, je vais devenir journaliste à la Pige, puis je vais écrire des textes, je sais pas quoi, des essais, des romans, des poèmes, je sais pas. C'est un point de repère, dans le fond, les peintures, souvent, c'est des œuvres qui vont témoigner d'une époque... c'est une narration, en tout cas. C'est Guernica, Picasso, la guerre en Espagne, les fascistes, c'est un point de repère historique, journalistique à quelque part. C'est un témoignage d'un cataclysme ou d'une... Fait que, dans le fond, pour toi, c'était important d'aller étudier ces choses-là pour voir
historiquement les points de repère pour te faire une idée de l'histoire humaine puis d'être plus capable en tant que journaliste, ou c'était peut-être ça ton... Est-ce que c'était ça ton idée ou... Non, mais en fait, j'avais vraiment lâché le journalisme. Okay. Et oui, ça l'aidait à se situer, mais j'avais juste envie de nourrir mon âme. Ouais. D'histoire de l'art, mais de toucher aussi à plusieurs médiums, même si je suis une fille de couleur, d'abord et avant tout. Qu'est-ce que ça veut dire, une fille de couleur? Je tripe sur les couleurs. OK. C'est vraiment dans ce sens-là. Puis c'est pour ça que je choisis la peinture. Pourquoi de la peinture, c'est fluide? C'est vraiment de la couleur. Pour moi, c'est de la couleur à l'état brut. Puis autant qu'il y a plein d'autres formes d'art qui m'intéressent, mais c'est moins mon médium, parce que moi, c'est de la couleur. Puis si elle flotte toute seule pour rien, c'est correct. Elle n'est pas obligée d'être balisée dans un corps. Elle n'est pas obligée de devenir un ciel. Elle n'est pas obligée... Ben, c'est parce que dès qu'on fait de l'abstrait, souvent, ça devient un paysage ou ça devient un corps. Nos cerveaux font ça. Oui, il y a ceci, c'est du... Anthropocentrisme. Anthropocentrisme? Oui, dans le sens qu'on est tellement centré sur nos nombrils que dès qu'on voit quelque chose qui bouge un peu comme ça puis qui a l'air d'avoir des hanches puis des seins après ça, ça doit être un corps de femme. Je sais pas si je cherche le bon terme, là, mais c'est... Non, ça, c'est un band heavy metal. Anthropologie. C'est pas ça que je cherche. Excuse-moi. Ouais, on associe les symboles. C'est comme halluciner des yeux puis une bouche dans un objet inanimé. Là. Ouais, ouais, OK. C'est ça. Petite bande métal, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ton médium en ce moment que tu utilises? Quel est ton médium? C'est quel ton médium préféré pour la peinture? Pour la peinture, je joue beaucoup avec de l'acrylique, évidemment. Je dis évidemment dans le sens que j'ai pas d'atelier ventilé jusqu'à maintenant. Je suis pas trop en train de jouer avec de l'huile puis des pigments. Ouais. Mais je trouve ça super intéressant là, comme médium. Donc, ce qui arrive, c'est que présentement et depuis une dizaine d'années, avant ça, je faisais des portraits. D'ailleurs, j'ai des petits témoins de parcours par rapport à ça. Mais donc, j'ai fait des portraits à l'acrylique, tout ça. Et à l'école, on n'avait pas le droit de faire quelque chose qui était comme du dripping. C'est-à-dire la technique Jackson Pollock. Jackson Pollock. C'est juste que ça aussi, ça a évolué là, avec les années. Puis le dripping, présentement, la suite logique, c'est le pouring, qui est du coulage. Et donc, c'est pas un geste, c'est pas le geste Pollock. J'espère que mon ancienne prof d'histoire de l'art est fière de moi, de mon mouvement. Non, parce que là, tu mets ça dans des bols. Déjà, tu dilues ta peinture acrylique avec différentes sortes de médiums pour différents effets. OK, ouais. Et il y en a qui s'apparentent plus à de la résine. Et il y en a qui sont plus des médiums comme on connaît habituels. Et donc, on peut mettre plusieurs couleurs dedans, comme si tu faisais un café latte, mais avec... je pense que j'ai déjà vu ça. C'est comme une peinture qui vont mélanger même un autre genre d'éléments dans la peinture pour que ça devienne... on dirait que ça fond quasiment sur le canevas, puis ça s'étend, puis ça devient comme quelque chose qui est comme en mouvement jusqu'à temps que ça soit sec. Ça continue à se transformer. Là. Fait que j'ai fait beaucoup de ça, mais je faisais ça en Chine. Ça. Ouais. Ah, wow. C'est comme de la lave, là. Ça bouge un peu. Elle va bouger un peu, mais elle va jamais bouger autant que si tu fais tes peintures. Ça m'est beaucoup, beaucoup, beaucoup arrivé, puis c'est une sorte de méditation et de mantra et de lâcher prise. Tu fais quelque chose, c'est beau, ça continue à courir sur la toile. Tu mets ta toile au niveau, tu as plein de trucs pour que ça reste sur la toile au lieu de peindre le plancher. Ça, est-ce que ça fait partie de la philosophie ou la vision ou le message derrière ce mouvement-là, où c'est que le mouvement artistique, là, pas le mouvement de la peinture, c'est la peinture est comme vivante, ou elle continue de vivre elle-même, même après que l'artiste ait déposer sa vision sur le canevas. Je veux dire, ça bouge, ça continue de vivre comme jusqu'à temps que ça sèche. Est-ce que ça fait partie de la philosophie des œuvres? Je sais pas, à quelque part. Ben, j'ai un autre ami qui a effectivement, lui aussi joué avec ces techniques-là de pouring.
qui sont encore interdits à l'école, on en reparlera. Et il disait, ça donne le complexe de Dieu, cette affaire-là. Ah ouais. Parce que tu t'assois, puis tu C'est continues organique. à regarder ton petit monde, justement, organique. Il continue à évoluer. Oui, il y a une partie de ça. Puis je pense qu'il y a une partie de... On a toujours aimé ça, jouer avec la peinture liquide. Ah ouais, c'est le fun de mettre les doigts là-dedans puis jouer avec. Puis de rester taché. Mais en général, j'ai des tatous temporaires. La colle au primaire, t'aimais ça, toi, mettre les doigts dans la colle, puis que ça te colle tes doigts, puis t'aimais pas ça? Non, la peinture, tout le temps, mais la colle... Tu sais, quand il fallait faire du... comment qu'on appelle ça, avec le papier journal, là, puis là, tu mets ça dans la colle, papier mâché, puis là, t'en avais plein ses doigts. Moi, je tripais juste à mettre mes mains dans le pot de colle, le gros bol. Non. Ah, ben moi, c'était mon trip, en tout cas. Mais les artistes, dans le fond, on aime ça, être Dieu, là. Il y a un trip de créativité. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai comme un espèce de besoin de créer qui est tellement là que si, dans une journée, je fais pas quelque chose de créatif, je me sens comme si, il manque de quoi, là. Faut vraiment que je dessine quelque chose ou que je mette au monde quelque chose que d'autres, même si le monde ne voit pas, je pense. Je m'en fous. Je l'ai dans un cahier puis je peux retourner le voir après. Ouais. On est des personnes, des artistes, on est... pretentious. Hey, je change prétentieux. On est prétentieux à quelque part, non? On veut être en contrôle. En fait, dans ce cas-là, justement, c'est que je trouve qu'il faut qu'on lâche prise. Tu me rappelais une citation de Abramovic qui disait... elle donnait la définition d'un artiste, puis elle disait, c'est que tu as the urge, l'urgence, le besoin de créer. Ça fait pas de toi un bon artiste, ça fait de toi un artiste. Puis j'avais trouvé que c'était une belle définition qui venait un petit peu avec une claque en arrière de la tête, mais qui était comme, c'est ça qui est ça. L'humilité. Oui, puis t'as besoin de créer, puis ça fait partie de ta façon à toi de respirer. Ouais. Puis c'est surtout ça, c'est l'inspiration. Le besoin de créer n'est pas nécessairement prétentieux. Dans le fond. C'est surtout que t'as besoin d'extérioriser des choses, puis de... C'est parce qu'après ça, tu as la diffusion, puis il faut que tu fasses des soirées, des vernissages, puis là, il faut que tu invites du monde, puis là, il faut que tu t'habilles, puis... C'est un autre volet. Tu sais, les artistes là, qu'on voit, je sais pas, moi, comme... c'est quel artiste je peux le nommer? Andy Warhol. Lui, c'est l'exemple. Ouais. Lui, c'était... Puis en plus, lui, c'était de l'appropriation à quelque part aussi. C'était un message d'appropriation. C'est qu'il va prendre une canne de soupe Campbell, puis il va la copier, puis il va l'agencer d'une façon, il va rajouter des couleurs, il va ou Marilyn Monroe, ou je sais pas quel autre pop icon. Il a fait même jusqu'à Mao, lui, d'ailleurs. Ah ouais, pas vrai? Ouais. Mais dans le cas, oui, c'est vrai que c'est une forme d'appropriation culturelle, de sa propre culture, parce que quand t'es américain puis que tu fais une sérigraphie d'une canne de soupe Campbell, t'es en train de parler de ta pop, justement, de ta culture. Ouais, c'est ça. Et donc, il parle de chez lui, premièrement. Deuxièmement, c'était de la démocratisation de l'art, tout comme Dada l'a été Dada a vécu pendant la Première Guerre mondiale et est mort avec. Et après, c'est le surréalisme qui a suivi avec les mêmes protagonistes. Et tout ça pour dire que du temps de Dada puis des futuristes, de tout ce beau monde-là, on est tombé aussi avec le Boas et l'art, l'artiste ingénieur. Ouais. Et donc, tu faisais des tables, des chaises, tu faisais des trucs qui étaient comme épurés, mais qui étaient super artistiques. Puis quand tu penses à la suite logique qui va jusqu'au pop art, c'était la démocratisation de l'art dans le sens que c'était plus la Joconde qui est au musée. C'était sortir, c'était de prendre les choses de la vie de tous les jours à place d'être justement dans un vernissage avec des petits canapés. Puis un petit verre de vin. Donc, eux autres, ils ont fait ça, mais en fait, ce qui est comme un peu drôle, c'est que quand tu fais comme Marcel Duchamp, en 1915, prendre un urinoir, puis le rentrer dans un musée signé, tu dis que tu le fais pour la démocratisation de l'art, mais ça devient tout aussi hermétique. Puis finalement, le monde dit, on comprend rien. C'est tout aussi, c'est ça, c'est hermétique, puis on comprend rien à l'art, puis on comprend pas plus la Joconde que l'urinoir.
Donc, ça devient le même charabia. Puis oui, peut-être que dans le fond, les artistes, maintenant, ont une soif de liberté. Puis de pas s'en mêler dans les discours, puis de faire ça avec... il peut quand même y avoir un discours. Mais je pense que l'idée de la démocratisation de l'art, on en a soupé. Ouais, c'est parce que ça vieillit mal, l'affaire de l'urinoir avec Deschamps puis sa signature. Ce type d'art-là, moi, personnellement, je suis pas fou de ça, là. C'est pas impressionnant, là. Duchamp vient d'une famille d'artistes. Oh, OK. A fait de la peinture à l'huile, a fait une peinture cubiste qui avait un modèle vivant dedans qui s'appelait le nu descendant l'escalier et il avait été très, très mal reçu. À cause de ça, et parce qu'il s'intéressait à toutes sortes d'autres formes d'art puis qu'il se tenait certainement avec une méchante gang de capotés, lui aussi, il a décidé de faire d'autres choses. Et donc, quand tu viens d'une famille d'artistes puis que tu fais quelque chose de vraiment... C'est hot, là, ça, là. Ben moi, ça me fait vraiment penser. Puis de mettre en contexte, justement, à l'époque, c'était probablement les débuts de la cinématographie. T'avais la photo, ça faisait quelques années que ça existait, puis les gens, les artistes, surtout peintres, devaient se sentir intimidés d'avoir à faire face à ces nouveaux médiums-là de photos puis de technologie qui venaient s'injecter dans la culture populaire. Puis les artistes, y allaient où maintenant? Parce que là, tu le vois, dans le fond, t'as un exemple après ça. La personne dans l'escalier, je sais pas si c'était ça sa méthode ou c'est qu'il a pris des photos de lui-même dans un escalier, puis après ça, il l'a fait en peinture, là, mais... Non, je pense que c'est quelqu'un qui... Ah, OK, c'était pour un truc Life Magazine où c'est qu'ils ont pris des photos de Deschamps en train de descendre les escaliers. Parce qu'on le voit que c'est probablement un genre de truc d'animation, là. On voit dans la peinture qu'il y a vraiment du mouvement. Il y a vraiment du mouvement. Je suis pas certaine qu'il ait fait ça à partir d'une photo. Donc, lui, s'il a rentré un urinoir dans un musée en 1915, puis que ça, il l'a fait avant, il était en avance sur son temps, ou en tout cas, il était de son temps, et ça l'a fait en sorte qu'il a abandonné la peinture, ou en tout cas, ça l'a contribué. Puis il faut se dire que dans ces années-là, donc on était pendant la Première Guerre mondiale, qui était un fléau horrible. Ouais. Les Dada, qu'est-ce qu'ils faisaient à Zurich? Ils faisaient des spectacles complètement... ça n'avait pas de... Ben, pas ça n'avait pas de sens, mais oui, en fait. Puis ce qu'il clamait, c'était le manque... de la guerre, oui, la souffrance humaine. Ouais. Puis, ouais, et en même temps, mais surtout le manque de sens. Alors, il se retrouvait à trois sur une estrade dans des costumes dessinés par une gang, puis à déclamer des poèmes qui n'avaient pas plus de sens non plus. Puis... il disait un peu qu'il faisait ça pour épater le bourgeois, justement. Puis quand tu regardes, ça, c'est arrivé en 14-18. Je me trompe peut-être, je pense que c'est jusqu'en 1924, le dadaïsme. Ben, on peut regarder, mais en tout cas, sur Wikipédia, merci Wikipédia, en passant, c'est 1916 que le dadaïsme serait commencé. OK, fait que 1916, c'est que je pense souvent à la Deuxième Guerre mondiale, puis la Première, puis il me semble que ça arrête en 24 ou quelque chose. Ou alors c'est la naissance du surréalisme en 24. Avec Dali? Je me trompe-tu d'un style? Je suis vraiment pas bon. Ben, Dali est surréaliste, mais je pense que c'est devenu... Parce que en fait, le manifeste du surréalisme a été écrit par André Breton, puis à un moment donné, ces deux-là lui et Dali se sont choqués beaucoup. Et il y avait comme deux cellules, comme deux écoles de pensée surréalistes. Et oui, André Breton, le pape du surréalisme, faisait un anagramme avec le nom de Dali, Salvador Dali, il l'appelait Avida Dollar. C'était un troll, il faisait le troll avec Dali. C'était-tu le premier troll? C'est lui le premier. Non, mais on va le blâmer. La suite logique, c'est qu'il fallait rajouter une surréalité. Parce que déjà, la réalité avait été laide, on l'avait complètement décimée, la réalité des arts comme la réalité tout court. Puis avec le surréalisme, ben oui, il y a Dali, oui, il y a Breton, il y a plein d'autres joueurs là, qui sont là-dedans. Mais je pense pas que c'est un troll, je pense que c'est une chicane de paroisse. Ben, il en faut des chicanes. Ça, je trouve ça tellement bizarre, mais
je reviens souvent là-dessus avec le monde avec qui que je parle, mais il y a cet effet-là de trolling, puis de créer de la controverse, puis de créer... On dirait que ça... Parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en, ça fait jaser, puis j'imagine... Je me demande dans son rationnel si c'était ça qu'il voulait faire en trollant Dali avec son nom, puis créer un petit peu un coup pour essayer de le faire réagir, pour qu'il y ait pas une camaraderie, mais une compétition amicale, à quelque part. Je sais pas jusqu'à quel niveau qui se dévisageait, je sais pas. Bah, c'est ça, on pourrait en parler pendant 3 jours, honnêtement, là, tellement que c'est inépuisable, le surréalisme, les guerres de clochers qu'il y a eu dedans, les cadavres exquis qu'ils faisaient, le fait que, dans le fond, Breton, c'était surtout vraiment l'intellectuel qui a sorti le manifeste. Faut se dire que beaucoup des gens qui étaient dans Dada étaient des médecins de guerre. Ils en avaient vu des choses horribles. Oui, c'est pas pour rien qu'ils ont explosé comme ça avec Dada. Puis à la fin, ils ont fait, faut qu'on trouve une autre forme de réalité. Puis dans le fond, Breton a repris un terme, je pense, de Apollinaire, l'inquiétante étrangeté. Et de l'inquiétante étrangeté de la réalité, qui devient une surréalité, a écrit ce manifeste-là qui a réunifié certains des artistes qui étaient déjà des protagonistes de Dada. C'est comme une longue histoire, mais bref, c'est un intello, puis lui, oui, il a fait des dessins, mais c'est vraiment des trucs super schématiques, là. Lui, il faisait des trucs, il écrivait des textes, mais il faisait genre une enveloppe avec un œil, avec des cils, puis il mettait une anse comme une anse de tasse. Puis là, ça, c'était son enveloppe silence. C'était de l'art super conceptuel. Ça n'a rien à voir avec faire de la peinture à l'huile comme Dali, puis d'aller jouer dans comme 40 000 symboles en même temps. Puis qu'il n'y a pas de fin à sa toile, puis que tu pourrais la regarder pendant 3 ans, puis tu trouveras encore quelque chose. Hein? Il y a peut-être l'usage de la drogue aussi. Dali, lui, était pas mal... il prenait de la drogue pour s'influencer, pour stimuler son inspiration. Ouais. Baudelaire, les paradis artificiels, ça fait longtemps. Ouais. Puis justement, Baudelaire, à la fin des paradis artificiels, il dit peut-être que j'aurais pu arriver à ça sans prendre... consommer autant de l'absinthe ou je sais pas qu'est-ce qu'il prenait. Oui, en tout cas, l'opium, je sais pas quoi. Je pense pas l'opium, en tout cas, je sais pas. Mais il y a des grands bouts où est-ce qu'il est rendu vraiment esclave des substances qu'il consomme. Et à la fin, c'est ça, il dit, j'aurais pu faire écrire les mêmes choses sans me perdre, puis sans me faire autant de mal. Allons voir. Baudelaire. BAU? Oui. Charles Baudelaire. Oui. Est-ce qu'ils vont mentionner c'est quelle drogue qu'il prenait? Non. Non. Il est mort en 1867. Fait que oui, c'était... Ça fait un petit bout, là. Précurseur. Ouais, il avait l'air... Il avait tout un air. Ça, à cette époque-là, les caméras, ils te prenaient en photo, puis fallait pas que tu bouges pendant quelques minutes. Là, ça devait être... Un daguerreotype. Je sais pas, ça a l'air aussi sympathique qu'une photo de passeport. Ouais, c'est ça. Aïe. Bon, mais en tout cas, allez voir Charles Baudelaire si ça vous intéresse en savoir davantage. Essayez de trouver c'est quoi qu'il consommait. À l'époque, c'était souvent ça. C'était de l'absinthe, je pense. Je sais pas, c'était en Europe. Non, il fume des trucs aussi parce qu'il y a des poèmes où est-ce qu'il est rendu assis dans sa pipe. C'est pas drôle. Là. Donc, à l'époque, ça doit être quand même moins dévastateur que la drogue d'aujourd'hui. Je vais peut-être dire ça comme ça, je le sais pas, mais comparé au crystal meth, probablement que tu vas survivre plus longtemps en 1867. Là. Mais en même temps, l'absinthe, c'est ça. Oui, ça faisait du mal. Hein, ça, je sais pas c'était quoi l'effet de l'absinthe. Là. C'est un... je pense pas que j'en aurais jamais pris. Moi, j'aime pas trop l'odeur de la réglisse puis le goût de des drinks comme ça. Je pense que c'est ça l'odeur de l'absinthe. Ouais. Mais ça existe encore. Là. Ouais, c'est pas mais légal ils ont enlevé ici, les... Il y en a quand tu peux en avoir ici que c'est pas de l'absinthe comme à l'époque. Oui, ça c'est de l'absinthe. Mais il y a encore de l'absinthe tchèque en ce monde. Oui. Ah ben. Et c'est fort comme alcool, mais c'est aussi que ça c'est pas un cap d'acide, là. Il y a plein de monde qui s'imagine que c'est super hallucinogène. Je pense pas que c'est super hallucinogène. J'ai eu l'occasion d'en boire à un moment donné à l'autre bout du monde. Wow. Et puis
Et l'absinthe, le truc, c'est que comme c'était un alcool fort qui était aussi fait beaucoup à la maison, mais c'est le même problème qu'avec l'alcool de Bagasse qu'on a eu avec la prohibition. Il y a quelques aveugles aussi qui viennent avec. T'sais. Genre le moonshine, là? Oui, du moonshine, c'est de l'alcool de Bagasse. Ah, OK, alcool de Bagasse. De la Bagasse, je reprends un terme dans un roman je pense que c'est Anne Hébert, Les enfants du sabbat, où est-ce qu'ils font de l'alcool de contrebande. Et ça s'appelle la Bagasse, Bagosse. C'est quoi le nom de celui-là? On peut peut-être aller confirmer que c'est ça le nom. Les enfants du sabbat. Les enfants du sabbat, Anne Hébert. Oui. Et là-dedans, ils font de l'alcool de Bagasse. OK. Ouais. Intéressant. Allez voir ça. Ouais, sûrement que ça, je sais pas c'était quoi le pourcentage dans le moonshine, là, mais je pense que c'était genre 90, puis t'avais du monde que la tête explosait après avoir pris une gorgée. Là. Oh ouais, tu voyais plus... Ah, c'est ça, tu voyais plus pantoute à rien. Là. Tabarnouche, hey, à cause de la prohibition, puis probablement qu'ils se sont rendus compte, on va essayer de ramener l'alcool. Puis justement, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la légalisation de la marijuana? C'est sûrement pour éviter les aveugles. De créer des aveugles. Je sais pas. Au moins qu'il y ait moins de fentanyl. Là. Dernièrement, c'était le fentanyl qui se retrouvait dans la marijuana. Là. Ça, c'est épouvantable. Tu sais, c'est foutu que tu sois vraiment un débalancé mental pour mettre du fentanyl dans la marijuana ou dans n'importe quoi, dans le fond. Là. Quel genre de débalancé va aller mettre ça? Puis vendre ça à du monde qui s'en attendent pas. Là. Ça, c'est épouvantable. Là. Oh, on divague, on fait d'immenses vagues. Oui. Jean Leloup. Oui. Ça, c'est un des trucs, quand je parlais de mantra. Il y a plein de textes comme ça que je m'amuse à apprendre par cœur, comme mantra. Jean Leloup, mais inventaire de Prévert, des trucs comme ça qui sont des textes qui ont l'air absurdes, mais qui ne le sont pas, puis qui sont pas faciles à retenir. À chacun son mantra. Je prends ces trucs-là par cœur pour le fun. Ouais. J'en parlais avec un des podcasts que j'ai fait avec Philippe Quentin, puis on disait, entre guillemets, le good kind of weird. Je pense que c'est lui qui a sorti ça. C'est le fun, le good kind of weird, quand tu sais, l'étrange, l'art abstrait, l'art un peu sale, ou des choses qui sont pas nécessairement quelque chose qui est calculé, puis que... L'art brut, dans le fond, c'est ça. Ben, de ces artistes-là, donc, qui font justement l'art liquide, puis qui bougent leur tableau et tout ça, je pense qu'il y a une partie de ça, de ce good kind of weird, puis de ce on laisse les choses aller un peu, mais en même temps, on se laisse impressionner nous-mêmes, on se laisse émerveiller. Les profs détestent ça. Aux Beaux-Arts, en tout cas, ceux que j'ai connus, là, mes profs de peinture, on n'avait pas le droit, personne, de faire de ça. Parce qu'on me disait, c'est tellement facile de faire quelque chose de beau. Ils ne voulaient pas que vous éloigniez des canons, puis ils voulaient vraiment que vous respectiez les canons, puis les proportions. Puis... Sans respecter exactement les proportions. Parce qu'il y a plein d'artistes qui sont acceptés dans le courant contemporain, qui font de l'art justement brut, ou qui font des trucs, je veux dire, qui sortent des canons, ou qui font des portraits qui sont pas ressemblants, ou des trucs comme ça, mais qui sont pleins d'expressions. Donc, justement, j'ai fait des portraits pour eux autres, et en parallèle, je faisais de la peinture liquide. T'as-tu des exemples de ça qu'on peut checker? Je t'ai envoyé un lien, slides. Internet, es-tu là? Allez, Internet. Don't let me down. Écoute, on est-tu en Chine? Probablement. Là, Attends, descends un peu, je pense qu'elle est là. On stage. Là. Ah. On stage. Voilà. OK, ça, c'est le dossier on stage. Donc, ça, ben, dans le fond, Mingmu, est-ce que je le dis convenablement? Je le dis de la bonne façon? Mingmu. Oui. C'est mon nom d'artiste, c'est mon surnom depuis longtemps. Dans le fond, c'est mon surnom de l'Université Concordia. Et je suis partie après en Chine. C'était prédestiné. Quand tu prends un cours de sérigraphie, tu as beaucoup de nouveaux vocabulaires. Et quand tu prends ton cours de sérigraphie, puis tu es vraiment un extraterrestre par rapport à ça, tu connais rien, tu arrives dans ton cours de sérigraphie, puis ça se passe tout en anglais. À un moment donné, tu manques de vocabulaire. Tu t'en souviens plus comment elle s'appelle, la patente. À ce moment-là, non. Ça se dit un gizmo, entre autres choses. et donc, je disais, this Ming Ming. What am I supposed to do with this Ming Ming again? À un moment donné, je suis devenue la Ming Ming Girl, puis c'est plus facile à dire que Karine d'ailleurs. Fait que ça va être Ming Ming. Fait que je suis arrivée en Chine avec mon Ming Ming.
Eh ben, OK, je pensais que c'était peut-être là-bas que tu l'avais trouvé, mais finalement, c'était pas péjoratif, mais c'était la communauté ou les étudiants à Concordia qui t'ont aidé à trouver ce nom-là. Je trouve ça drôle parce que, évidemment, une face de blanche avec un nom asiatique, même en Chine, là, il y en a beaucoup des Chinois et des gens, des étrangers qui me disaient, ben là, donne-moi pas ton nom chinois. Je disais, ben si t'es capable de prononcer mon vrai nom, ça va me faire plaisir. Ah non, finalement, je vais t'appeler Ming Ming. Ben, j'aime bien le nom. Je trouve que c'est un... Là, je suis en marketing, fait que c'est ça, je veux dire que c'est du bon branding. Là. Bon. Ouais, c'est original. J'aime bien l'image emblématique de toi après une journée très occupée à peindre et que plein de peinture avec les yeux. En fait, ça vient d'une performance de peinture que j'ai faite. Ça, c'était la première qui était vraiment une amie en train de faire ses devoirs, puis moi, de photos. Et donc, dans un studio à Concordia, puis j'ai vraiment fait une performance de peinture en m'aspergeant avec, en robe blanche. Et il a pris des photos, de très belles photos. Et ça, justement, quand je suis arrivée à Shanghai, j'ai rencontré quelques artistes qui étaient là. Il y en a un qui a fait un événement en 2010 qui était à côté d'un ancien complexe industriel reconditionné en galerie. Il y avait toute une partie qui était pour se faire raser. Il y a la construire des stationnements avec le... Non, probablement des tours résidentielles d'un minimum 23 étages. Ah, OK, oui, c'est vrai, là-bas, ils sont en pleine... la construction, c'est sans arrêt là-bas. J'ai vu quelque chose sur Voice, un reportage. Ceux qui veulent aller voir la Chine, qu'est-ce qui se passe là-bas pour la construction? C'est pas tout vrai ce qui se passe... En tout cas, oui, fait que là, dans le fond, il voulait raser ça, fait que... Ben, mon ami a fait un événement avec plusieurs galeries partenaires et il a invité 30 artistes à venir accrocher leurs œuvres sur les restes de murs et on a fait donc une performance avec une amie à moi, Camille Nicolo. Et les deux, on était habillés en blanc, à se lancer de la peinture, avoir vraiment une chorégraphie, de la musique, tout ça. Et à finir... plus barbouillé que ça, vraiment nettement plus barbouillé que ça. Mais l'acrylique, c'est pas dangereux, ça. Il y en a certains pigments là, qui peuvent être dangereux si c'est des pigments, des éléments... du périodablotique, du tableau périodique, des éléments, des métaux lourds. En fait, ben là, tu vois, là, sur une de ces photos-là, je crache d'ailleurs de la gouache. Oh. Et c'est de la gouache non toxique. OK, bon, mais ça va de la gouache, on peut... Et bon, donc c'est ça, oui, il peut y avoir certains pigments qui sont plus toxiques que d'autres. D'ailleurs, on s'en rend compte vite parce qu'en général, c'est ceux qui restent assez imprégnés sur toi. Alors, tu regardes ton bleu puis tu dis, toi, plus jamais sur mes doigts. Mais ça arrive tout le temps quand même, mais bon. Oui, c'est ça. Dernièrement, je me suis amusé avec des pastels d'huile, puis je me disais, c'est-tu dangereux, ça, si j'arrête pas de frotter? Ça fait 3 heures que je frotte, ça va-tu me rentrer dans le sang, puis ça va aller... Mais je pense pas qu'il y a de trucs dans le pastel à l'huile qui va causer des problèmes. Là. Ça, si tu commences à jouer avec de la peinture à l'huile, là, ça peut être dangereux. Oui. Donc ça, c'est un extrait de cette performance-là. OK, ça, c'est l'édifice qui était sur le point d'être jeté par terre. Bon, justement, c'est que tu regardes ces maisons-là qui sont des vieilles maisons chinoises et qui, d'ailleurs, étaient probablement des maisons payées depuis longtemps, mais qui viennent pas avec beaucoup de confort. Hein? Tu sais, ton évier, ton eau courante est dehors. Ah ouais. C'est pas isolé, c'est froid. Mais les gens qui vivent là aussi, ils ont leur vie de quartier, puis ils vivent sur 2 étages, alors que quand tu regardes les tours qui sont derrière, c'est 23 étages. Et c'est un peu le drame qui se passe avec la construction dans les grands centres, dans les mégapoles en Chine, là. Donc... Ils construisent, puis il n'y a personne qui va habiter là, finalement. Je pense qu'il y a un quartier que, justement, je fais toujours référence au truc de Vice. J'espère que c'était vrai ce qu'ils faisaient, là. Je m'excuse si c'est pas le cas, mais l'exemple qu'eux donnaient, c'était justement ça. C'était un quartier qui avait été conçu pour ressembler à Paris. Ouais. Mais ça, c'est une ville fantôme. Ouais, une ville fantôme, carrément. Il n'y a pas personne qui est allé habiter là. Il y a peut-être un logement qui est pris, ou je sais pas combien de logements, mais très peu. Puis il y a un boom de construction, puis on construit
construit, mais finalement, ça sert absolument à rien. Ils sont en train de se construire une bulle plus qu'autre chose. Oui, c'est la bulle immobilière. Ouais. Mais en ce qui concerne, là, on est dans Shanghai, puis on est dans le centre. Tu sais, ils calculent ça en français, je sais pas s'ils disent des anneaux, parce qu'en anglais, c'est first ring, second ring, third ring, puis ça veut dire, dans le fond, les périphéries, le third ring, le troisième. Donc, quand tu es dans la concentration de la mégapole, c'est sûr que là, ces maisons-là, imagine-tu combien ça vaut cher du territoire? Puis tu as une vieille maison inconfortable à 2 étages qui est dessus. Mais les habitants qui sont là sont très heureux d'être là. Puis ils pourront pas se payer un appartement dans la grosse nouvelle tour de 23 étages. Et dans ce cas-là, on parle pas d'un village fantôme ou de quelque chose qui sera pas habité. Non, ça va être habité. Mais ça sera pas habité par les vrais Shanghaïens qui sont là, qui, eux autres, se font dédommager par l'État jusqu'à un certain point, mais se retrouvent à vivre beaucoup plus loin. Donc, ils perdent un peu de leur racines. Ouais. Fait que ça, c'est... Ouais. Et donc, il y avait toute cette idée-là dans le travail, dans l'intention de mon ami qui organisait ça, Constantine Bayer, son autre partenaire, Susan Junker, puis il était comme plusieurs galeries à se mettre là-dedans. Puis il a vraiment invité 30 artistes à faire des performances, à faire plein d'affaires, puis à continuer à habiter ce lieu-là. Comme si c'était un plan de plancher, comme un peu comme si les sols avaient de la mémoire, les murs ont de la mémoire, tout ça. Puis il y a déjà eu là-dedans des petites galeries. C'est à côté d'un autre endroit où il y a plein de galeries. Fait que c'est habité par ça. Et on l'habite une fois de plus avant que ça soit complètement écrapouti. En bon français. J'aime tellement ça. C'est bon. Il y a plein de beaux écrapouti. Oui. Écrapou. Écrapou. Donc ça, c'était la perfo qu'on avait fait. Et c'est sûr que c'était toute une chose de s'organiser pour faire ça en plein air, parce qu'on n'est pas à côté de chez nous du tout. On a une source d'eau en quelque part dans une ruelle, justement. On mélange nos peintures sur place. Après, notre estrade, c'était un trou quand on est arrivé là le matin. Et ça, c'est un jour de juillet. Et il fait 48 000 degrés à l'ombre. Sérieusement, il fait comme 42 degrés au mercure. C'est super humide là-bas? Oui, c'est la grande salle du jardin botanique. Quand les petits papillons viennent te voler à côté des oreilles, ouais. C'est ça. C'est cette pression atmosphérique-là qu'il y a l'été à Shanghai. Et donc, travailler au soleil à un minimum de 38-42 degrés, c'est 50 ans ressentis. Donc, c'est vraiment demandant. Puis heureusement qu'on a eu plein de gens qui nous ont aidés. On va aller voir, je vais fouiller sur Google Maps, essayer d'avoir une idée. Ben dans le fond, c'est ça, eux autres sont sur le bord de l'océan. Avec, oui, Shanghai, ça veut dire sur mer. Ah. Puis ça veut dire que tu es au niveau de la mer, tu es au niveau de zéro de la mer. Puis c'est pour ça aussi que tu as cette pression atmosphérique-là, ou que tu as cette humidité, enfin, latente, continuelle. Comme on est on est en dessous du Yangtze. Le gouvernement chinois a déterminé que les villes qui étaient en haut de la rivière Yangtze étaient du nord, donc ils ont des maisons isolées. Mais les maisons qui sont, la partie de la Chine qui est en bas de la rivière Yangtze sont classées sud. Donc Shanghai est classé sud. Ce qui veut dire qu'on a des maisons pas isolées, puis que quand il fait 38 000 degrés à l'ombre en été, comme quand il fait 5 degrés en hiver, comme on dit, c'est pas qu'il fait si froid, c'est qu'il fait jamais chaud. Et quand c'est l'été, c'est parce qu'il fait rien que ça, chaud à un point insupportable. Ouais, c'est vraiment intolérable. Fait que les fonctionnaires là-bas sont tout aussi efficaces que ceux qu'on a. Non, mais ils ont l'air climatisés beaucoup plus que nous, là. Ouais. C'est vital. C'est vraiment vital. Et puis, de toute façon, il y a pas mal de... C'est pas des maringouins, c'est des moustiques. Et puis, il y a beaucoup d'appartements qui viennent, de 3/4 dans le fond, sans moustiquaires. Pour vrai. Et je peux te certifier qu'au 19e étage, moi je vivais au 19e étage, ils montent. Il y en a. Et ils sont voraces. À cause de ta recherche, je viens de me rendre compte qu'on n'est plus à 23 millions d'habitants, mais 24 millions d'habitants. Donc les moustiques qui sont là, ils sont habitués de se battre pour avoir un bout de steak.
C'était pas entendre. Donc, non, mais de toute manière, ça sert à rien parce qu'avec la chaleur qu'il fait, pendant la nuit, on va descendre à un petit 37 degrés rafraîchissant au mercure. Donc, ça prend la clim. Ouais. Ça prend l'air climatisé, là. C'est pas viable. C'est quand même pas loin de l'équateur aussi. Là. Ouais. Veux-tu quelque chose à boire? Tu veux-tu... J'ai un kombucha. T'aimes ça, le kombucha? J'en ai pas bu souvent, mais pourquoi pas? Je suis allé chercher un kombucha. Merci, c'est super bon. Rise. C'est tendance, le kombucha, en ce moment. J'ai connu des gens qui le faisaient à la maison, là. Ouais. Ouais. Il y avait leur petits joyeux champignons puis tout, là. Ouais. Puis là, j'ai des livres ici, puis on est en train de regarder Noam Chomsky. Il me semble que c'est l'inventeur, en tout cas celui qui a lancé l'idée du relativisme culturel. Mais ça, j'avais jamais entendu parler de cette histoire-là. T'as sûrement raison, t'as l'air de connaître ton affaire. Là. Dans certaines affaires, mais des fois, je peux très bien me tromper de nom, ou je peux très bien me... C'est quoi le terme encore? Cultural relativism, relativisme culturel. C'est Franz Boas, tu vois, je me suis trompée. Franz Boas, Cultural Relativism. Que lui, il était allé avec les... Puis je sais pas pourquoi j'ai croisé visiblement, j'ai dû croiser Chomsky en anthropologie aussi, fait que c'est dans le même tiroir de mémoire. Il semblait que j'avais un doute là-dedans. Ça avait pas... mais je sais pas pourquoi il m'a fait... En tout cas, c'est ça. Ça a dû être dans le même corpus, qui sont les joyeux... cours par Internet, là, par correspondance, mais on en reparlera peut-être. T'as eu cette expérience-là de prendre des cours à distance, puis c'est par ça que t'as été introduit à Franz Boas, ou que t'as lu un peu... Mais c'est quoi le cultural relativism? Le principe de regarder des croyances, des valeurs, des pratiques de culture, leur point de vue... Dans leur point de vue. Dans leur point de vue. Et dans le fond, de se rendre compte qu'ils sont pas mal égaux, là, puis qu'il n'y a pas d'affaire. Parce que quand tu penses à la vision colonialiste... victorienne, puis... c'est une véritable horreur. Et, le droit de l'homme blanc de se sentir comme s'il avait le droit d'aller faire de l'esclavage. Franz Boas, il a fait « Moi, je m'en vais vivre avec les sauvages. » Entre guillemets. Puis tu vas te rendre compte vite que c'est vraiment pas des sauvages. Puis que si toi, tu essayais d'aller vivre dans le Grand Nord sans avoir leur connaissance, tu vivrais pas bien longtemps. Donc, et puis qu'ils avaient donc toute une culture. C'était pas juste la langue, c'était pas juste la nourriture, c'était tout. Ils se rendaient compte que c'est tout aussi valable que ma propre culture. Puis d'ailleurs, c'est ça, il était allemand, juif, et donc il se sentait plus ou moins bien chez lui, jusqu'à un certain point. Et il se sentait très accueilli. Oui, parce que lui, dans le fond, c'était... fin du 19e siècle. C'était avant qu'éclate... Non, c'est pas avant. La Première Guerre, mais c'était dans 1942. Mais il y avait déjà cette animosité-là qui se passait en Allemagne. Là. Puis ça l'a éclaté avec la Deuxième Guerre mondiale. C'est devenu quelque chose de carrément grotesque. Mais je sais pas à quel niveau qu'il y avait déjà les animosités avec les Juifs de l'époque. Je suis pas super ferrée en la matière, mais je me souviens que ça, c'est des lectures que j'ai eues en anthropologie de la culture. Et ce qui est dit, c'est que Franz Boas se sentait plus ou moins bien chez lui en tant que juif allemand, et que lorsqu'il est allé passer quand même pas mal de temps avec les Inuits, il s'était senti accueilli, il avait senti que c'était une culture qui était pleine de richesses, et il avait donc sorti cette idée-là de relativisme culturel qui pourrait servir à défendre les plus belles idées comme les pires. Parce que dire « tu comprends pas pourquoi je veux porter un hijab », c'est une chose, tu comprends pas, puis c'est une bonne chose. Puis si tu le regardes dans le sens que c'est une bonne chose que je porte un hijab, puis si tu vas dans ma culture, puis que tu regardes les raisons pour lesquelles on choisit aujourd'hui ça, tu trouveras que c'est tout aussi valable. Ouais. Moi, de la façon que je le vois, c'est que dans le fond, il y a la radicalisation de l'islam,
Mais on en est responsable parce que, dans le fond, l'Occident va aller bombarder les pays du Proche-Orient, puis il y a les répercussions de ça. Donc, les gens vont se sauver de ces pays en guerre-là continuellement à cause de l'implication des États-Unis ou des pays occidentaux ou l'Union européenne ou whatever. Je veux dire, on en est responsable de cette radicalisation-là. Ça, c'est mon opinion. Je sais pas si je vois bien comment ça se passe là, géopolitiquement puis tout ça, mais moi, j'en suis rendu là dans ma façon de voir mon pays, présentement, vend des armes aux Arabes pour des véhicules de guerre pour aller bombarder. On en est responsable. Nous, notre privilège de bien vivre où ce qu'on habite, on est quand même responsable. On en bénéficie, on en profite justement à cause de ça. Fait en tout cas, le hijab, oui, c'est... Le hijab, c'est parce que là, c'est sûr que j'ai sorti quelque chose qui est comme... mais ça aurait pu être le aîné dans les mains, ça aurait pu être n'importe quoi, ça peut être sans tomber dans la religion, parce que oui, tu peux le voir dans le relativisme culturel, puis de, par exemple, analyser les castes en hindouisme, qui viennent avec beaucoup de résilience, mais dans le fond, le bouddhisme est né après ça, justement, parce qu'on était tanné des castes. Donc, mais il y a beaucoup de gens pour qui ça, c'est valable, puis c'est valide. Puis mais je vais checker ça, c'est super intéressant. Franz Boas, je vais aller voir des documentaires sur lui, c'est vraiment intéressant. Je veux savoir qu'est-ce qu'il a vécu, puis c'est le Father of American Anthropology. Le père de l'anthropologie américaine. Oui, voilà. Puis c'est pour ça que je l'ai vu en anthropologie. Il y avait aussi, est-ce que tu t'es rendu jusqu'à Margaret Mead? Elle avait écrit un livre qui avait carrément changé on va le checker, là. Je vais dire les bonnes choses, là. Je ne veux pas dire des conneries, là. Dans le fond, elle a eu un impact vraiment indéniable sur l'évolution sexuelle dans les années 60, mais tout ça, c'était basé sur des mensonges que des femmes lui auraient dit sur une île dans le South Pacific, là. Fait que... En tout cas, je me souviens de son nom. Je ne sais pas si je l'ai vu en anthropologie de la culture, honnêtement. Là. Il y a un truc sur YouTube sur Margaret Mead. Si jamais toi, tu as l'occasion de checker, ou si vous avez l'occasion d'aller voir ça, Margaret Mead, c'est intéressant. Donc, on est passé de Noam Chomsky. Là, c'est parce que je regardais Noam Chomsky, mais en tout cas, déjà, avant de se servir du kombucha, je ne sais plus vraiment. On a discuté. On était rendu, parce que tu nous parlais de vos événements auxquels tu as participé en Chine, puis à Shanghai, puis donc ça a duré combien de temps, ça, ces happenings-là? C'était le temps d'une journée ou c'était... En gros, donc le Constantine Bayer, Susan Junker, un paquet de galeries réunies ensemble qui sont au M50 à Shanghai. Et donc, eux, ils ont sorti ce projet-là. Ils ont invité 30 artistes. Et donc, pendant toute la journée, on a monté l'espace, accroché nos toiles, tout ça. Puis le spectacle lui-même commençait, je pense, à 4-5 heures de l'après-midi, puis finissait vers 11 heures le soir, parce que là, c'était pas pour être éclairé, là, puis c'était déjà... donc, il y avait des projections, il y avait des danseurs contemporains, il y avait plein d'affaires, puis c'est vraiment le sol, ça paraît moins dans les photos, mais c'est vraiment de la brique en destruction, c'est vraiment... Il y a des bouts de sol où est-ce qu'il y a vraiment de la terre, mais il y a plein de bouts où est-ce que on marche sur des briques, là, puis on s'en va voir le show d'une telle, et puis on est peut-être un peu bancal. Donc, j'ai fait beaucoup, effectivement, des événements d'un jour ou d'une soirée, quand c'était dans des lieux qu'il ne fallait pas asperger de peinture. J'ai déjà fait ça plutôt sur des mannequins. C'est une des choses qui me fascine de Shanghai. Si tu prends une marche tard le soir, tu risques de trouver des mannequins au vidange. Ah ouais. Puis oui, fait que j'ai eu l'air d'une femme à 6 bras et à 18 jambes. Et il y en avait comme dans plusieurs de mes placards dans mon appart en Chine. Et certains qui étaient sortis aussi. Et comme dit mon mari, ça prend longtemps à s'habituer d'avoir des gens chez toi, mais qui ne bougent pas. T'as quelqu'un... Ah non, il n'y a personne ici. Il n'y a personne, c'est juste un mannequin. À toutes les fois, j'en ramenais un autre. Ah non, pas un autre mannequin. Et donc, ces événements-là, en fait, ça a été une partie de ce que je faisais et faire de la peinture indépendante, c'est-à-dire faire... c'est vraiment...
faire du travail indépendant, t'es vraiment crédité pour ça, puis tu dois justement faire des peintures, nourrir ton blog, prendre des photos de ton processus, tout ça. Donc ça, je faisais ça, puis je faisais des événements parallèles. OK. Mais à un moment donné, tu peux pas faire du travail indépendant pendant plusieurs années. Et donc, mon option pour terminer mes études à partir de la Chine, c'était de faire du e-learning, c'est-à-dire des cours par correspondance par Internet. Avec le Great Firewall, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'Internet chinois, la censure chinoise. The Great Firewall, c'est pas des jokes, c'est un terme très, très répandu. Tu peux pas aller sur Facebook, tu peux pas aller sur Twitter, tu peux pas aller sur Wikipédia, tu peux pas aller sur la plupart des sites qui contiennent de l'information que le gouvernement n'est pas intéressé à ce que tu saches comme un de ses citoyens. Pour quelqu'un qui, comme moi, faisait des cours d'anthropologie de la culture... Fait que dans le fond, tu étais déménagé là-bas puis tu prenais des cours à distance à Concordia? Oui, parce que si je voulais terminer et dans les délais prescrits, mes études en art visuel à Concordia, je devais faire... J'avais pas beaucoup d'options. Le contenu des cours ceux de Concordia, en tout cas, était vraiment très, 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 très dense. Évidemment, il y a les devoirs qui viennent avec, tout ça, mais une fois que tu arrives là, t'es pas au bout de tes peines parce qu'il faut que tu aies te présenter en personne à ton examen, qui vaut à peu près 60-70% de ton année, parce qu'on peut toujours se demander si c'était toi vraiment. Donc, ton examen va valoir cher de ta session. Hey, c'est vrai, en te rendre là-bas, c'est le billet d'avion, c'est de... Ah oui, valoir cher, moi je parlais en point de pourcentage de note finale. Mais en fait, ça, justement, mon dernier examen, c'était le 12 décembre, c'était supposé être la fin du monde. Et je l'ai fait au consulat canadien, dans le bureau du Québec. Ah ben, wow. À Shanghai, ouais. Ça, c'était mon dernier et c'était ouf. Comment ça t'a enrichi de faire partie de ce groupe-là, de ces gens-là là-bas? C'est presque plus facile quand t'es à l'étranger. Pour vrai? Oui. À cause de l'anonymat? Non, pour trouver, une fois que quelques personnes, que tu as rencontré quelques personnes qui savent que tu es un artiste puis qui savent que tu fais des affaires, certaines qui sont plus underground, puis d'autres qui sont plus traditionnelles, mais que tu touches à plusieurs médias, tout ça, ils vont dire « Ah oui, je connais telle personne. Ah oui, il y a mon ami ici. Ah, il y a un vernissage aujourd'hui. Ah, il y a ci, il y a ça. » Puis finalement, tu te ramasses à rencontrer les plus flyés de la gang, en gros, là, c'est les plus extravertis, les plus excentriques, et ils te reconnaissent eux aussi. Mais est-ce que c'est un... Tu sais, on parlait tantôt des dadaïstes puis des surréalistes, tout ça, mais ça, est-ce que... On dirait qu'il n'y a pas de... C'est quoi le nom qui est accroché à cet art-là, contemporain, ou cet art-là, ou est-ce que vous avez formé un groupe qui est aujourd'hui écrit dans les livres d'histoire comme qui a existé en 2008 à 2015 ou quelque chose comme ça? Il y a pas... Je veux dire, c'est de la peinture live, mais on dirait que ça n'adopte pas une philosophie ou il n'y a pas une... On entend souvent parler de ça, de la peinture live, mais c'est pas un mouvement philosophique, c'est un mouvement qui présente des inquiétudes sociales ou qui met en contexte certaines choses sociales qui se passent, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas, comme tu disais tantôt, c'était pas Deschamps qui avait écrit ça, c'était qui avait écrit le manifeste là, André Breton. Oui, André Breton. Tu sais, il n'y a pas ça dans les mouvements de peinture live. On dirait que c'est plus un besoin d'être vu, mais il n'y a pas vraiment de... Ah, ça vient aussi avec une... Oui. Il faut tout le temps que tu sois en mesure de défendre et de présenter, ne serait-ce que ton vernissage. Quand tu penses à... Mais bon, premièrement, ça, c'est pas de la peinture live. Ça pourrait être qualifié comme... mais la peinture live reste que tu t'installes avec ta peinture puis tu fais de la peinture. Ça, c'est un événement, donc happening, et c'est une performance. Et l'art de performance, lui, il s'inscrit dans tout un contexte puis un courant, c'est-à-dire t'es dans le moment, t'es dans l'instant, tu fais ça relationnel. Dans ce cas-là, ce qu'il y avait de relationnel dans notre pièce, dans notre œuvre, c'est qu'on arrivait avec les verres, il y a des verres de plastique qui sont remplis de peinture diluée, et au lieu d'aller offrir un verre de vin au spectateur qui est là, on allait offrir des verres de peinture. Et au début, ça a l'air un peu pas super ragoûtant, hein? Et tout à coup, on les regarde
Et il y en avait qui ouais. avaient comme compris. Et ça, c'était la fin de la performance. C'était comme une performance d'à peu près une demi-heure. Une demi-heure à se lancer de la peinture, ça demande toute une chorégraphie. Il y avait une naissance dans la peinture, dans cette chorégraphie-là, où est-ce que j'étais un petit bonhomme à travers une nappe transparente en plastique, comme il y a dans les restos chinois, justement. Et où est-ce que Camille me verse la peinture dessus, puis moi, je sors dans la peinture, puis là, c'est comme la naissance de toi dans la peinture ou dans ta créativité. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de concepts qui étaient visités là-dedans. À la question, est-ce que ça a été publié? Je sais que Constantine Bayer a publié plusieurs livres de ces... Lui, est-ce qu'il est encore là-bas? Ou... Non, lui, il est retourné en Allemagne. Et non, c'est avec un K. Ah, pas de E. Est-ce que c'est lui? Serait-ce vous? Oui, c'est lui. Puis, et donc, lui, il a publié beaucoup de trucs, puis il est en art super, super conceptuel. Lui, c'est ça, là, il faisait un dessin en floor plan, du plan de plancher, c'est-à-dire le plan de sa galerie, mais il allait dessiner ça par terre en Chine. Puis il demandait à une de mes amies de traduire aux gens, « Vous êtes en train de rentrer dans ma galerie, là! » Puis il faisait plein de trucs vraiment intéressants. Bref, moi, j'ai rien publié. Lui, il a publié des choses, mais je sais même pas s'il y a des photos de nous dans ses livres. Puis c'est pas grave, là. C'était d'être là. Puis il y a beaucoup de ça dans la performance. Puis quand tu fais dans le relationnel. Tu penses d'ailleurs que les gens vont oublier vite ou que ça avait plus ou moins d'importance. Et ça m'a frappé vraiment beaucoup. 2-3 ans après, je marche dans la rue et il y a quelqu'un qui me croise, un Français, donc déjà, t'es à Shanghai, tu sais, quand quelqu'un s'adresse à toi en anglais, déjà, tu te retournes. Mais là, il y a quelqu'un qui me croise qui me dit « Hey, salut l'artiste! » Hein? Ah ouais, c'était pas toi qui est la peinture, là? Oui. Hey, t'as une bonne mémoire, hein, tu sais. Mais dans le fond, c'était un beau party, c'était une belle fête d'art, puis c'était quelque chose de le fun. Après, lui, ouais, Constantine, tout ce monde-là, entre autres choses, sont repartis. Ça demeure des sphères. Puis j'étais pas tout le temps collée sur cette sphère-là. Moi, j'ai complété mes études, j'ai eu un enfant. Et ça aussi, c'était quand même toute une aventure que d'accoucher en Chine, enfin. Et à un moment donné, je me suis mis à me chercher un atelier parce qu'il y avait quelqu'un qui rampait dans ma maison, puis c'était plus du tout l'endroit pour faire de la peinture en petit bonhomme, puis laisser ça sécher pendant 3 jours. Parce qu'en plus, c'est pas des petites peintures en général. C'est des bonnes pièces. Fait qu'à ce moment-là, ça, c'était... Plusieurs. Donc ça, c'est en 2010. Puis l'atelier, je l'ai trouvé... j'en ai trouvé un en 2015, mais celui qui m'a vraiment... Non, en 2014, oui. Puis l'autre communauté d'art que j'ai trouvé après ça, en 2015, c'est le B6 Collective, le collectif du basement du Six. OK, c'est ça qui est dans le... Ça, les gens, ils ont accès à ton slide si jamais ils veulent aller voir, ou est-ce que c'est un lien que toi, tu... Ah, ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais... Mais ils peuvent aller voir mon site web, là. OK, donc les gens ont accès peuvent aller voir ton site. C'est quoi l'adresse du site? Si tu veux le... www.ming, comme MING.mu. Et pas besoin de mettre les slash, ils se rendent tout seuls. OK, donc... Oui, ming.mu. OK, ming.mu. Oui, c'est pas un .com, c'est un .mu parce qu'on a réussi à en trouver un. C'est quand même... Wow. Ben oui, moi, c'est Ming.mu. Alors, on a trouvé une extension. C'est super, ça. Oui. Puis, donc, vous pouvez tout aller voir ça sur ce site-là, puis tout est là, les liens sont là. J'ai des mises à jour à faire. Je m'excuse. C'est tellement difficile. C'est ça qu'on disait au début, là, dans le fond, les artistes, on a vraiment... C'est du travail, là. C'est pas juste de faire la peinture, mais c'est de se promouvoir, c'est de faire part aux autres qu'on existe, là, puis de laisser sa trace, puis... Ouais. Mais c'est pour ça que je trouve... C'est pour ça que je te demandais à propos du live art, puis tous ces événements-là, où c'est qu'il n'y a pas vraiment... Tu sais, il y a des... On laisse sa trace, mais il n'y a pas de... Ça fait pas partie d'un mouvement, vraiment. Ah oui, ça fait vraiment partie... C'est un mouvement, mais c'est pas... Il n'y a pas de... Je sais pas.
Peut-être que je juge un peu trop vite, là. C'est dans le spontané, ça mélange, ça mélange être un acteur, ça mélange faire de la danse pour ceux qui savent danser, ça mélange plein de choses en même temps. Puis justement, on est dans l'ère multidisciplinaire, on est dans le relationnel, on est dans la spontanéité, dans l'instantané, on est dans l'ère technologique, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des performances en ayant des projections sur eux autres ou en se prenant pour des cyborgs ou en... c'est tout à fait à propos de faire de la perfo. Ouais. Il y en a qui se spécialisent là-dedans ou qui vont faire des animations, qui vont projeter leur animation 3D sur eux-mêmes en train de faire de la perfo. Il y a tellement, c'est inépuisable. Et pourquoi pas se spécialiser seulement qu'en perfo? J'en connais. Mais... Enfin, oui, ça s'inscrit dans le courant, surtout... C'est quoi aujourd'hui les courants, justement? C'est quoi les courants en ce moment? C'est quoi les mouvements artistiques? Est-ce qu'il y en a? Tu parlais d'hyperréalisme. Avant qu'on se mette à discuter. Oui, il y avait ceux qui... Ouais, parce que là, il faut combattre, pas combattre, mais il faut faire la compétition avec les nouveaux médias, les photos, Tu sais, on a comme... Comment est-ce qu'on peut attirer l'attention vers une peinture de nos jours quand il y a la TV, puis les médias sociaux, puis Internet? L'ordinateur va-t-il tuer le livre? Il ne l'a pas tué. C'est pas arrivé. Est-ce que la photo était réellement un médium neutre? C'est pas neutre que je sais, objectif. Et on a dit, après plusieurs années, après avoir documenté des peuples inconnus et l'orientalisme et prendre des photos de femmes égyptiennes et je sais pas quoi, on s'est rendu compte qu'on prenait un angle pour prendre une photo puis que la photo, elle était super biaisée puis elle était vraiment pas objective. Puis la photo... Elle pouvait pas plus tuer le dessin, ni que la personne, ni que tout ça. À même titre, pourquoi être un peintre en 2017? Pourquoi pas? C'est encore là. Ouais. Ça va pas. Oui, ça a sa place. Mais est-ce que ça a influencé justement la façon que tu vas étendre ta peinture? Parce que là, tu essaieras... Parce que préalablement à l'arrivée de la photographie, tu avais des peintres qui, eux, devaient faire présenter la réalité du mieux qu'ils pouvaient. Pour, genre, tu sais, peut-être, par exemple, des rois ou... Faire des portraits. Des portraits, puis... Mais ça a changé. Je veux dire, avec la venue de la photo, c'est venu impacter justement la façon que tu appliquais la peinture sur le canevas, parce que de nos jours, on dirait que c'est certain qu'il y a comme... Il y a comme pas un combat, mais il y a une compétition où il y a ça influence probablement les deux médiums. Les deux médiums s'entrechoquent. Puis... Oui, je pense que de toute façon, c'est ça, une peinture. D'ailleurs, c'est une chose que j'ai beaucoup remarqué avec les profs de peinture, c'est que les peintures qu'ils aimaient, c'était des pièces qu'on regardait puis qu'elles criaient ça. Je suis une peinture. J'ai été faite avec quelque chose qui était liquide. J'ai été faite avec quelque chose que quand tu mets un coup de pinceau, il y a 2-3 couleurs qui se mélangent ensemble dessus ou il y a de la spatule. Je sens le médium dedans. Je sens la matière. Et dans le fond, la peinture est irremplaçable en tant que matière, comme la photo, comme la vidéo. Dans le fond, c'est quoi notre courant? Mais c'est vraiment un courant super multidisciplinaire où est-ce qu'on prend un peu de tout, on est beaucoup de personnes à être à mi-chemin et à faire des recherches, puis ça revient à la même question de toujours, d'ailleurs, d'histoire de l'art. Qu'est-ce que l'artiste apporte à l'art? C'est plus l'idée qui est importante. C'est plus l'idée qui est importante. On le sait que les idées, on en a tous qui sont et souvent assez semblables. Pas elles appartiennent à tout le monde, mais un peu. Donc, c'est plus les idées. Les techniques, si je rencontre quelqu'un d'autre qui fait de l'art fluide, qu'il en fasse d'autres ou qu'il en fasse d'autres, tant mieux pour lui. On fait pas les mêmes peintures pour autant. Fait que c'est pas l'idée, c'est pas la technique. C'est ton interprétation à toi, puis ton expression à toi qui fait que l'œuvre est intéressante. Avec ce média-là. C'est l'individualisme. C'est pas l'individualisme, c'est au contraire je pense que c'est une façon vraiment communautaire de voir qu'est-ce que l'artiste apporte à l'art, qu'est-ce qu'il apporte dans sa vision personnelle à la communauté ou au spectateur. Il apporte sa propre vision. Puis s'il l'a muré comme il faut, il y a des chances que ça soit profond. Donc, le courant de l'art contemporain, mais là, c'est ça, c'est hyper vaste. Il y en a plusieurs
il y a plusieurs choses qui se passent. Ouais, il n'y a plus un courant qui va qui va exister ou qui va prendre forme à travers un événement comme peut-être la Première Guerre mondiale, où c'est que les gens ont réagi face à ça pour se démontrer ou se proclamer. Mais même à cette époque-là, à cette époque-là du dadaïsme, il y avait les futuristes, il y avait les constructivistes, puis il y avait... en tout cas, ils étaient comme quelques groupes, puis ils faisaient pas... Ils s'entendaient sur certains trucs, ils s'entendaient pas sur tout. D'ailleurs, c'était des magazines, il y avait des magazines qui circulaient, je pense le Chevalier Bleu, ou en tout cas un truc comme ça, je sais pas. Ah, je peux regarder. Mais c'est parce que ma prof de dadaïsme surréalisme, elle nous les disait en allemand, c'était Die Blue Chamad, ou je sais pas quoi, là, fait que je C'était quoi le nom Chevalier Bleu? Ouais. Magazine d'or. On va laisser faire ça. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, mais pour dire, c'est parce qu'il y avait plusieurs courants qui se côtoyaient. OK. Puis c'est vieux comme le monde, là, d'avoir plusieurs courants en même temps qui se côtoient en quelque part. Puis c'est pas... Ça non plus, c'est pas grave. Mais oui, il y a des courants qui succèdent, mais il y en a qui sont en même temps. Puis c'est juste... C'est des enfants de nos pensées. Ouais. Où nous, on est des enfants de ces pensées-là. Ah, il y a tellement de monde sur la planète, puis il y a tellement de différentes choses qui peuvent être faites, puis avec les médias sociaux, puis les memes ou les images qui sont altérées, avec Photoshop ou quoi que ce soit, c'est tellement vaste maintenant. Puis des fois, moi, ça m'intimide de regarder ça parce que moi, je veux prendre une place, je veux au moins être reconnu ou vu par qu'est-ce que je fais, puis... On dirait que peu importe ce que je fais, il va toujours avoir quelque chose d'autre qui va être là, qui va... Justement, on s'en fout que quelqu'un ait fait ça avant. Ça, c'est le régime artiste. Ah bon, ça, c'est une lecture d'histoire de l'art, puis je te ferai pas un résumé. Mais le régime artiste, c'est comme le stéréotype de Van Gogh qui est arrivé avec son idée, sa technique, puis que c'était inimitable. Sauf que, regarde, il n'est pas super bien fini, là, Van Gogh, là. Mais non, c'est qu'en fait, ça, c'est le régime icône qui était représentait des dieux. Le régime artiste, c'était le régime idole. Le régime artiste, et le troisième, c'est le régime audiovisuel. Où est-ce que les idées appartiennent à tout le monde? Où est-ce que tout le monde fait tout? Puis où est-ce que tu es un artiste, puis tu es probablement d'autres choses aussi. Tu es certainement multidisciplinaire, tu es certainement... Puis c'est pas grave que quelqu'un fasse la même technique que toi. J'admets que pendant des années, j'ai jamais voulu me documenter sur ce que les autres faisaient. En fait de peinture liquide, là, de pouring, là, j'ai pas voulu regarder, je voulais pas le savoir. Parce que c'était comme ma pureté à moi. T'sais? C'était comme faire mon affaire, puis je m'en fous. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, j'ai vu d'autres gens, justement, sur Facebook, ou sur... Bon, ben écoute, on est plusieurs... Puis au lieu de me mettre des œillères, puis de me dire que je vais rester pure, je peux très bien rester pure en sachant hey, c'est quoi tes trucs, toi? Parce que moi, des fois, j'ai de la misère avec tel médium. Ben, c'est ça, c'est devenu comme un genre... Je veux dire, l'art aujourd'hui, c'est comme il y en a tellement qu'on dirait que c'est tout devenu de l'art pas de démonstration, mais de l'art... de performance? Non, ben oui, mais c'est comme du junk food, il y en a tellement... Ben, tu peux aller n'importe où, puis tu peux tomber dans un rabbit hole qui va t'amener dans plein d'arts différents, puis tu consommes, tu vois des choses, puis c'est ça l'expérience, c'est comme un trip psychédélique sur le web où c'est que tu vas juste absorber tellement de visuels, puis de choses que ça soit des animaux kitsch, ou que ça soit des trucs fluo, ou des œufs que tu piles dessus, ou c'est infini. C'est comme devenu une expérience psychologique, quasiment, d'absorber de l'art, puis d'observer de l'art. Puis ben, ça a toujours été un trip psychologique, mais on dirait que c'est comme regarder comme une vingtaine d'écrans de TV, puis tu vois tout, qu'est-ce qui se passe sur la planète en même temps, puis ça te donne une idée de où qu'on s'en va biologiquement. C'est comme un bad trip. C'est vrai qu'on a accès à vraiment beaucoup plus d'informations. Il y a trop de stock, là, c'est... En même temps, il y a des travaux que je me souviens, des travaux d'histoire de l'art, d'avoir fait juste à aller à la bibliothèque pour chercher mes informations, puis trouver mes citations dans des livres, puis c'était un casse-tête épouvantable. Ouais. Ça n'avait pas de sens, alors qu'aujourd'hui, il y a des textes que je retrouve sur Internet, puis je suis comme...
Merci. Mais bref, non, c'est sûr qu'on est... C'est comme s'il y a trop d'or, il y a trop de stock. On dirait que la matière, elle se crée. Ça va où tout ça? Ça s'en va où dans le subconscient? Ça va où dans l'univers? Ça va où dans la société puis dans la culture? On dirait que... Oui, c'est notre petit existentialisme qui se retrouve. Tu sais, je disais, journaliste, the medium is the message, puis le médium, c'est le message. Et la technologie est juste l'extension de toi-même. Ouais. Avant, c'était ton crayon, c'est encore ton crayon, c'est aussi ton téléphone, c'est aussi ton ordinateur, c'est aussi tout ça. Et donc, dans cette extension-là, ben, tu propulses, tu propages ou tu cherches une recette qui va te prendre 15 minutes à faire à soir, qui va être, qui va avoir pas trop de gras trans, puis qui va avoir du sens, puis ça. Puis, donc, c'est notre existentialisme, autant sur de la bouffe que j'ai besoin de me nourrir d'art, j'ai besoin de me trouver de la musique qui a de l'allure, j'ai besoin de tout ça parce que j'arrête plus d'exister, je sais pas quoi faire de moi-même. Et en fait, on aurait fait ces recherches-là, même sans cette technologie-là, parce qu'on en avait d'autres avant, puis on aurait fait comme quand on avait 12 ans, on aurait écouté la radio, puis on aurait enregistré des tunes pendant qu'il passe à la radio, avec le début qui est coupé, puis la fin avec le présentateur qui parle par-dessus, puis je veux dire, ce qui était comme déjà un drôle de contexte, mes grands-parents regardaient ça, puis eux autres, il y avait, oui, là, les cassettes puis les disques vinyles, mais ça, c'était comme déjà, c'était une autre affaire, tu sais. Ouais. Ben, c'est une évolution, mais... Ouais, ben c'est de la surconsommation, à quelque part. Mais là, on le voit de l'extérieur. Là. Je veux dire, en tant qu'artiste, quand tu le crées, toi, tu penses pas nécessairement à ça. Toi, dans le fond, moi, personnellement, en tout cas, c'est de vouloir m'exprimer émotionnellement, de purger quelconque émotion sur un canevas, ou je pense à quelqu'un que j'ai envie de faire une peinture pour cette personne-là, puis ça m'inspire. Tu dis, je pense à quelqu'un. Ça, c'est quoi le nom de celle-là? Elle s'appelle non, Miss You, c'était le commentaire que j'avais mis. Okay. Animiste, c'est un portrait de ma cousine Olivia. Et c'est que il y a toute une série de geishas qui précèdent cette peinture-là, où est-ce que c'était des dessins schématiques, c'était inspiré des geishas japonaises, là, les vieilles impressions faites avec des woodcuts. Et donc, c'est rare que je veux faire vraiment un portrait. Puis là, je mélangeais ce que j'avais fait avant, puis mon histoire de coulis de peinture. Et je pensais à elle, j'étais à Shanghai, et quand je veux peindre le visage de quelqu'un pour de vrai, je suis nerveuse. Dès que c'est quelqu'un que j'aime. Puis elle l'a assez aimé pour la prendre comme photo de profil. Pendant, je sais pas si elle l'a gardé, mais ça a été son... Mais quand tu dis « je pense à quelqu'un », mais c'est ça, il y a des fois où tu penses à quelqu'un fort, fort, fort. Puis ça t'inspire. Puis ça t'inspire, puis tu le fais. Puis ben elle, c'est parce qu'en fait, elle est inuit. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle animiste. Puis c'est pour ça que je me projette dans quelque chose et que c'est pas de l'appropriation, mais ça s'appelle animiste. C'est une inuit. Je ne sais pas si le gars va poser avec ma peinture. Ouais, peut-être. Mais tu allais dire quelque chose, je pense, par rapport à... Tu penses à quelqu'un ou tu penses à quelque chose? C'est juste pour dire que, tu sais, d'un côté, tu as l'effet de consommer de l'art, mais puis ça fait peur parce qu'il y en a tellement qu'à un moment donné, tu te perds, puis mais tu gardes quand même ceux qui créent l'art, restent intègres, puis restent proches de leurs émotions. Puis je pense que c'est ça, l'important, c'est de... C'est de se sentir bien dans l'art. Je veux pas... La morale de l'histoire, c'est ça. De toute façon, tu sais, personne ne va se sauver de lui-même. S'il le fait, tant mieux pour lui, il va être devenu quelqu'un d'autre, mais ça va être encore lui-même, fait qu'il ne sera pas avancé. Tu ne pourras pas te sauver de toi-même. Puis tu vas mettre tout ce que tu as à mettre dedans, puis des fois, tu regardes pas certains coins de ta toile où tu as mis quelque chose dedans. Ou tu sais, puis c'est ça. Puis oui, tu peux être... c'est ça, tu sais, t'as l'urgence de créer. Ça fait pas de toi un bon ou un mauvais artiste. Ça fait de toi un artiste. Et puis, à partir de là, ben de toute manière, une série, c'est une série. Puis à un moment donné, un peu comme Marcel Duchamp a dit à un moment donné,
OK, je fais plus de peinture. Comme il disait, j'ai fini très tôt mon intoxication à la térébenthine. Et après ça, il est tombé dans le ready-made. Et en fait, dans ses urinoirs, puis toutes ces bébelles du genre, les roues de vélo, puis tout. Puis à un moment donné, il s'est tanné, puis il a dit, je suis plus un artiste. Il a donné une conférence, il a dit, moi, c'est fini. Ça, c'est vraiment rare. En général, tu pars sur un autre dérape. Puis tu vas te défendre comme tu te défends. T'as pas besoin de te défendre, tu sais. Mais ça, Jean Leloup l'avait fait tout seul. À un moment donné, il avait abandonné Jean Leloup, puis il avait été... il a été plein de monde, lui. Il y a une couple de pseudonymes, là. À part le roi Pompon, il est quoi, donc? Il avait pris Jean Leclerc, là. Je pense que c'était son vrai nom. Oui, mais il y a un autre... en tout cas, il y a un autre pseudonyme. C'est vraiment... ça, Jean Leclerc? Oui, ça, c'est son vrai nom. C'est ça, c'est son vrai nom. Puis Duchamp, est-ce que lui, il a vraiment arrêté la peinture? Carrément après, il n'en a plus jamais refait? Il n'a plus jamais refait de la peinture. Après, il a fait du dandy, du ready-made, me semble. Et à la fin, même ça, il était écœuré de sa route Bessic, puis de la route vélo, le porte-bouteille, toutes ces ready-made-là. Puis lui, il se tenait avec des collectionneurs. C'est comme un genre de Andy. Là. Il avait comme compris la gamique. Et à un moment donné, il a fait « OK, ça suffit. Je suis tannée. » Et ce qu'il a fait le reste de sa vie, ça a été publier des livres sur des parties d'échecs parce qu'il jouait aux échecs. Puis il disait, c'est bon jouer aux échecs parce qu'on apprend sur la vie et personne ne meurt. Et il publiait le début et la fin de la partie d'échecs. Il fallait s'imaginer qu'est-ce qui s'était passé en milieu. Ou des trucs comme ça, c'est des cerveaux... il était rendu à un autre niveau, puis parce que dans le fond, si t'es capable de faire une conférence de presse parce que t'es reconnu, puis t'es vu, puis tout le monde te suit, ou... puis tu les convoques pour leur dire c'est fini. T'es un intellectuel, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ça fait c'est la suite de ton évolution ou de ta personne. Qu'est-ce qui se passe présentement? À part m'intéresser encore... dans le fond, aux interactions de l'abstrait puis de la figuration, c'est que j'ai commencé à jouer avec la peinture fluo. OK, pas de la peinture que la nuit, tu vas mettre la lumière pendant le jour, puis la nuit, ça va devenir éclairé. Ça, c'est phosphorescent. Phosphorescent ou en nouveau français, photoluminescent. Photoluminescent. Oui, ça, c'est à cause des avions, des bandes photoluminescentes. Eh bien. Oui. Mais fait que le fluo, ouais. Ça, c'est du fluo, c'est ce qui réagit à des blacklights. Et ouais. Et donc, ben oui, parce que ça prend donc une lampe UV, une blacklight. Et tu as un tableau devant tes yeux et tu fermes la lumière, tu as un autre tableau. Ouais. C'est tellement le fun. Donc, je suis en train de jouer avec ça et je suis avec une couple de bévues techniques étranges. Pas des bévues, mais des espèces de bric-à-brac où est-ce que bon, OK, j'ai utilisé tel médium, ça l'a fait des grumeaux. Je ne sais pas pourquoi. Fait que t'es une alchimiste avec la peinture fluo. En quelque sorte, je sais pas. Mais, puis la perfo m'intéresse encore. Ouais, c'est ça. Ben là, maintenant que t'es revenu, fait que t'as trouvé une gang, entre guillemets, un groupe de gens qui sont perfo. J'ai croisé quelques personnes qui faisaient de la perfo. En fait, déjà, on est allé faire des âneries avec un de mes amis sur la rue piétonne, Ontario, pendant à Montréal. Il avait des costumes et puis on est vraiment allé faire les guignols à 4 personnes comme des pingouins blancs. Ça, c'est récemment. Donc, ça commence bien. Mais... oui, mais il y a aussi la parade phénoménale organisée par mon Dieu, là, c'est les filles électriques. Tu veux qu'on aille voir ça? On peut checker ça. Tu peux regarder sur Facebook. Je vais aller donner un atelier de maquillage dimanche. Ah, OK. Ouais, je pourrais pas... non, c'est dommage, on pourra pas le promouvoir. Ouais, c'est ça, on pourra pas. Mais ça, mais c'est pas pour le promouvoir. En fait, moi, ce que je trouve merveilleux, parce que ça fait beaucoup de fois quand je mentionne communauté, puis si dans le fond, c'est ça qui me... Ça me peut-être ça, la tendance. Dans le fond, c'est peut-être ça le... oui, parce qu'on est dans une reliance. Le Dalai Lama n'a pas arrêté de le dire. Mais ça, on va traverser le viaduc en 4 groupes différents, 4 groupes de couleurs différents. Les gens se font des costumes eux-mêmes, là.
le do-it-yourself en te faisant en allant au magasin de pièces pour compléter les quelques affaires. Parce que le but, c'est que tu recycles plein de bébelles que tu as chez vous. C'est comme du cosplay. Oui, mais tu as 4 groupes, les bleus, les blancs, les verts et les or. Donc, pharaon, machin, esprit marin, esprit des forêts c'est quoi l'adresse de ça? Ben là, je vois que celui-là, moi, je pense que c'est celui de l'année passée parce que c'est pas la bonne date. Ouais, Phénoména 2017. Ah, si? Ah, bon, ben c'est le 7, alors? Ouais, ben je pensais que c'était le 6. Il y a une page... Oh non, ça c'est 2017. Phénoména 2017. Bon, ben ça veut dire que c'est le 7 électriques. octobre. C'est fait par les filles électriques. C'est aussi la fille du Myland qui doit être une des filles électriques, dans le fond. Je suis comme... Bon, j'ai rencontré une couple de personnes, là, mais... Donc ça, pour moi, c'est vraiment pas loin de la perfo, là. Et c'est un événement communautaire. C'est le monde qui vit dans le quartier du Myland, qui ont une énergie Ben, eux autres, incroyable. Myland, c'est vraiment artistique. Là, c'est à côté du plateau. Pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est Myland, c'est entre le quartier italien puis le plateau à Montréal. C'est là où est-ce que vous allez chercher vos bagels. Ouais, il y a des bagels, il y a Ubisoft, il y a plein d'affaires. C'est jeune, c'est artistique. Il y a souvent des graffitis sur les murs, il y a souvent des toutes sortes de choses là-bas. C'est vraiment, ça vaut la peine. C'est un beau coin, en tout cas. J'ai habité là quelque temps. Puis... Ouais. Donc, ben ça, c'est dans les choses qui c'est dans les gens que phénoménal. Eh oui. 7 octobre. Allez voir. Oui, allez. C'est quoi l'adresse? Alors, festivalphenomena.com, mais vous pouvez aller voir carrément sur leur page Facebook parce que ce qu'il y a de vraiment merveilleux en plus, c'est qu'ils ont les 4 cortèges, dans le fond, qui vont suivre les blancs, les bleus, les verts, les noirs et or. Et ils ont carrément des idées de costumes, et puis ils envoient des photos à une telle qui s'est fait un masque, ici et ça. Puis comme c'est citoyen, c'est des gens qui sont, oui, artistiques, mais en même temps, c'est des gens qui se prêtent au jeu, puis qui ont envie. Et ça vient pas, ça, c'est pas juste Myland. Puis tant mieux si le Myland est fier, puis tant mieux tout ça. Mais j'ai hâte de voir, parce que Hochelaga, ce peuple de familles qui ont pas mal mon âge, puis que là-dedans, il y en a beaucoup que les mamans sont illustratrices ou que les papas sont designers de jeux vidéo, je sais pas quoi. Il y a beaucoup de gens, même dans d'autres quartiers de la ville, qui pourraient aussi s'intéresser, puis qui pourraient aussi partir un projet, pas nécessairement une parade, mais quelque chose de créatif, puis quelque chose où est-ce que tout le monde a envie de participer, puis de faire quelque chose de simple, mais de festif et d'excentrique. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, J'espère qu'on va avoir des idées comme ça qui vont circuler aussi dans Hochelag, pas juste sur le plateau. le plateau. Bon, c'est ça. Et, il y a Jean Leloup aussi qui marche souvent dans le Myland. Je l'ai vu 3-4 fois. Ah ouais. J'avais vu la Sadecella aussi. C'est un beau coin. Mais oui, ben c'est sûr, ça invite à... Ben, je vais liker cette page-là. Est-ce que je peux liker? Ben oui. Ben oui, je peux liker. Hey. Je vais liker tout de suite. Ah, merci pour le like. Fait que c'est ça, c'est le but, c'est ça. On entre dans la danse, on rencontre des gens. Et si vous cherchez une cinglée qui veut asperger tout le monde de peinture, y compris elle-même, ou proportionnellement inversement, ou qui peut aller rester inventaire en disant des conneries entre, ça va me faire plaisir. C'est très grunge de se pitcher de la peinture puis tout destroy. C'est le côté destroy. Écoute, je pense que c'est Léonard de Vinci qui avait fait une procession religieuse, puis que le petit Jésus, il l'avait, le petit bébé, le petit enfant, ça l'a tué parce qu'il l'avait roulé d'un pigment or, puis c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que les humains respirent aussi par la peau, puis que c'était peut-être, parce que je suis pas sûre, ça devait être poison, mais bref, ça fait longtemps que le monde se met de la peinture dessus aussi. Pour clore un peu cette idée-là de nouveau, puis de contemporain, puis on s'en sortira pas. On a toutes les mêmes idées. Léonard l'a fait avant nous tous. Ou de cracher de la gouache dans le temps préhistorique. Je pense que c'était le même qui faisait les cave paintings avec les mains sur les surfaces des cavernes. Il faisait il y avait ça dans la bouche, puis il crachait sur les mains pour faire... Oui, c'était de l'art rupestre. C'est vrai qu'ils avaient comme des gens de paille. Oui, c'était avec des pailles, oui. Ben, c'était en tout cas... C'était par projeté. La bouche. C'était projeté par la bouche. D'ailleurs, mon prof d'art
art paléolithique, préhistorique, etc., avait dit, la plupart du temps, c'était des pigments non toxiques. D'ailleurs, ceux qui ont joué avec des pigments un peu plus toxiques, c'est une petite période, puis après ça, il n'y en a plus. Ouais, c'est ça, ils ont disparu. Ils sont morts. C'est ça. C'est ça. Bon. Donc, sur ça, faites attention à quel pigment vous mangez pour souper. Non, c'est pas vrai. Alors, faut pas se mettre la peinture à l'huile dans la bouche. Il faut faire attention. Là. Soyez prudents, tout le monde. Merci. Mis à part Festival Phénoména, il y a les adresses suivantes pour aller voir, liker tes pages, ton Instagram. Je sais pas si tu veux le mentionner. Y a-tu une... Oui, mon Instagram, c'est ming.muse. .muse. Oui, parce que .mu était déjà pris. Puis de toute façon, est-ce que tu es une muse pour toi-même ou pour les autres? C'est pas à toi de le savoir. C'est pas grave. Donc, ming.muse. Mais ça, c'est un endroit où est-ce que, justement, je m'amuse. C'est pas un site web officiel avec mes peintures, c'est plus là où est-ce que je déconne gratuitement de manière complètement, j'espère aussi impunément autant que possible. Et tu sais, c'est ça là, c'est quand je fais tu déconnes intelligemment parce que moi je regarde des affaires qui sont faites présentement puis du monde qui déconne, il y en a puis ils font ça puis ça n'a pas vraiment de valeur. Bon. Ça a plus de valeur que 20 du monde. Qu'est-ce qu'ils font sur Instagram, je pense. Tant mieux. C'est une question de goût, mais en tout cas, moi, je trouve ça très, très drôle, les niaiseries que j'envoie là, parce que c'est rare que j'envoie mes peintures de temps à autre, mais souvent, j'envoie des choses que je croise dans la vie, qui me font rire, puis qui me restent dans la tête. Puis des fois, oui, ça va m'inspirer. Le Bouddha que j'ai vu à côté d'une poubelle, qui est très, très zen, à côté de sa poubelle. Wow. Ça l'a pas frappé tant que ça, mais moi, c'est une image qui me frappe. Là. C'est pas grave, tu peux aller la mettre dedans. Puis ça, c'est ça là, qui est le fun des médias sociaux, à quelque part. C'est vraiment c'est le processus créatif. C'est avant de créer la peinture, je veux dire, tu vas t'inspirer de plein de choses que tu vois, puis peut-être qu'à quelque part, tu te sers d'Instagram ou des photos que tu prends pour t'inspirer, puis bâtir ton idée dans ta tête de ce que tu vas lâcher sur la planète par la suite. Voilà. À travers ton œuvre. Voilà. Fait que mon Instagram, c'est plutôt pour rigoler. Okay. Sur Facebook, j'ai mon identité de personne, puis j'ai mon identité d'artiste, une page d'artiste Mingmu. OK. Ouais. Je connais, j'ai-tu liké, moi? Je sais pas. Je vais aller voir. Mingmu. C'est bizarre. Ah, Mingmu collés ensemble. Ah oui, bon. Ouais, les espaces, des fois, les espaces sont dans l'espace. Donc, et là-dedans, c'est vrai qu'il y a d'autres peintures qu'on n'a pas vues dans les slides, qui sont pas encore d'ailleurs sur mon site web, puis qu'il y a des trucs qui sont là-dedans. Bref, c'est comme un peu, mon stock est comme un peu en mode écureuil, là. Il y a des petites notes cachées partout. L'adresse du Facebook, c'est Mingmu Art. Ah oui, c'est @mingmuart. Mingmu Art, en bon français. Ouais, bon. Au moment, c'est ça que l'affaire. Quand ça fait 9 ans que tu vis en Chine, l'anglais, c'est pas vraiment. C'est quelque chose qui te donne une chance de souffler. Quand je reviens ici, je me rends compte, c'est vrai, je suis une francophone, mais je parle en français tous les jours. On était une famille là-bas, donc je parlais pas en anglais avec mon chum. Voilà, là. Mais c'est sûr que l'anglais, c'est vraiment pas un problème. Quand tu vis en Chine, parce que le mandarin, la langue, ça peut donner du fil à retordre. Oui. Ben, on n'en a pas parlé beaucoup, mais on se reprendra une prochaine fois dans un podcast futur pour aller encore plus en profondeur ou parler d'art encore. On pourrait en parler pendant des heures. Là. Puis c'est ça. Puis il y avait le site web aussi là, qui est, que j'essaie de... www.ming.mu. Ming.mu. Oui, c'est ça. C'est vraiment très, très simple. Et donc, c'est ça. Pour l'instant, il y a du stock un petit peu dilapidé dans tous les sens. Ben, c'est ça, les artistes. Un petit peu disparates, mais ça a des bonnes intentions. On a plein d'affaires qui arrivent dans nos vies, puis on essaye en même temps garder tout ça à jour. Pas facile, et voilà.
C'est comme ça. Donc, merci beaucoup, Ming-Mu. Avec plaisir. Puis, on se reprend dans le futur. Moi, un autre podcast où on peut jaser d'art, moi, n'importe quand, ça me fait triper, c'est sûr. Parfait. Merci pour l'invitation. Et merci à toi. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Merci. Ouais.